avec gueule. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Nous sommes donc en mode avion aujourd'hui avec Fred et Thomas. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On va en savoir plus juste après ça. Avec Canard WC. Mes WC sont plus propres. C'est vrai? Témoignage de votre tante. Oui, je suis la tante de Fred. C'est vrai que mes WC sont plus propres avec Canard WC. Voilà. On reprend donc le podcast en mode avion. Je suis avec Fred et Thomas. Fred, on peut parler d'un scénariste, auteur. Thomas, on peut parler d'un producteur. On peut parler de ça. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Bah oui, voilà, alors quand... La grande famille du cinéma, on va dire. Ouais, non, mais... Enfin, on va oser le dire, il va falloir qu'on le dise à un moment donné. Oui, on avait un petit bureau en commun à Neuilly de 33 mètres carrés. On a vu arriver un mec avec des pompes super cirées, assez mal sapées au-dessus, mais les pompes Ça c'était vend du rêve, super bien, quoi, ouais, ça vend du rêve. Et il est venu s'installer avec nous. Moi, j'avais une toute petite boîte de prod au début, c'était bien, vraiment au tout début, même avant Madame Irma. Et voilà, j'étais, quand on m'a dit que Thomas y venait, j'étais ravi, voilà. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'était une belle rencontre. Ça fait quoi, il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, je sais pas. Je regrette qu'on n'ait pas vraiment pu travailler ensemble, parce qu'on était au même endroit, mais on travaillait pas sur les mêmes choses. Et toi, tu sortais d'une boîte et... Ouais, de 8 ans au Canada, surtout, 8 ans à Montréal. Ah oui. Parce que ça, t'as l'expérience de l'étranger, justement. Tout à fait, C'est tout pas à fait. évident, c'est pas facile. C'est pas facile, Ouais. tu vois. Je sais pas du tout faire l'accent du Canada. C'est pas ce qu'il se dit, c'est pas ce qu'il se dit, mais c'est pas... Et pourquoi t'as décidé d'ailleurs? T'étais déjà producteur quand t'es parti au Canada? Non, j'étais, c'est ce que les Américains appellent suits, c'est-à-dire ces employés dans des boîtes de cinéma. Je bossais chez TF1, mais la branche TF1 internationale qui vend et achète des films pour l'international. Et ça a été une espèce de croisée des chemins où on me proposait un boulot, un CDI chez TF1. J'y serais peut-être toujours 18 ans plus tard. Et j'ai eu une opportunité pour avoir un visa de travail à Montréal. Et je voulais vraiment l'Amérique du Nord. Et c'était l'époque où Villepin avait dit à George Bush qu'on n'irait pas faire la guerre. Ah oui. On a dit non. Voilà, les armes de destruction massive, tout ça. Irak. Donc il y avait une ambiance de merde, on va le dire, 2001, 2002. Et donc les États-Unis, c'était pas possible. Et du coup, j'avais cette Amérique francophone qui était accessible et qui me faisait pas mal rêver depuis longtemps. Et j'y connaissais personne. Et j'ai vendu mon scoot, mon ordi, qui était mes seules possessions terrestres. Je suis parti avec un sac à dos et je suis arrivé à Montréal. Ah oui. Je suis parti en mode route. Pas en mode avion. Bah, j'ai pris un avion, mais je suis parti en mode route. Et tu savais, du coup, après, c'était complètement l'inconnu. T'avais aucun... Je partais, l'inconnu, enfin, tu vois, l'avantage de Montréal, c'est que c'est une Amérique francophone. T'arrives pas à Calcutta ou, voilà. Tu parlais déjà T'arrives anglais. À Sherbrooke. Aussi. T'arrives à Sherbrooke. Voilà. Tu parlais français et anglais. J'avais du français et de l'anglais, et puis un visa de travail, qui s'appelait le permis vacances-travail. Il y a que les Québécois qui ont inventé un truc pareil. Ils sont forts. T'as 1 an où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux bosser, tu peux étudier. Voilà. Donc j'ai saisi cette opportunité et je suis parti, et je suis resté 8 ans. Donc ça a marché dans ce que... Enfin, t'étais heureux. Ouais. Et t'as fait quoi là-bas? On veut tout savoir, faut que tu dises tout, parce que ça a un peu changé le podcast. Au début, on voulait rien savoir. Voilà. Maintenant, c'est très people. On veut des noms, on veut vraiment des dérapages. On veut vraiment... On veut du buzz. Ouais. Quand t'as eu voilà. Tu te souviens de cette histoire? Voilà, ça serait bien que tu la racontes celle-là. Mais on avait dit qu'on n'en parlait pas. Et non, mais c'est sûr, c'est justement le côté Amérique du Nord. C'est beaucoup plus Amérique du Nord francophone, mais c'est beaucoup plus Amérique que francophone. Donc d'abord, c'est vraiment un clash culturel énorme, parce que t'arrives et comme les gens sont adorables, c'est le fun, c'est cute, c'est cool. Ouais. T'es à la maison. Et tu fais, comme tout Français moyen, une dizaine de conneries, une quinzaine d'impairs par rapport au choix de tes par rapport au choix de tes vannes, par rapport à truc où tu réalises que t'es en Amérique du Nord. Là, tu changes. Et donc déjà tu corriges beaucoup de choses. C'est assez cool comme expérience. Et puis surtout c'est l'Amérique, donc on te donne l'occasion de travailler sur plein de choses. C'est beaucoup moins en silo ou en carcané qu'en France. Il y a une bagarre derrière, c'est pas inquiétant. Il y a souvent des bagarres là où je me trouve, mais c'est pas sur... c'est comme le 6e arrondissement, c'est plus du tout ce que c'est. Ah bah là, ici, oui, on est la démocratie. La démocratie dans le 6e arrondissement, c'est le lieu. Si vous venez venir vous encanailler, 7e. Je me dis 7e, pardon. 7e arrondissement, la démocratie. Product placement. Donc voilà, alors j'ai perdu le fil. Non, et donc c'est vrai que on a eu j'ai eu, puisque moi j'étais célib quand je suis arrivé, j'étais vraiment, comme je te dis, avec mon sac à dos. On est arrivé à Paris
À Montréal, pardon. Ouais. Et ça a été une expérience justement d'Amérique du Nord où j'ai pu bosser sur des plateaux. Parce que moi j'avais fait des études, me disait-on en France, trop d'études pour pouvoir bosser sur un plateau. Ah oui, ça On me c'est disait, mais marrant. non, toi T'as tu vu sais ça faire. en France? Mais bien sûr, moi j'ai voulu bosser sur plein de plateaux. On me disait, non, Ah ouais. t'as fait des études de droit, tu sais faire des contrats, Oui, machin, ça, t'as ça- rien à branler sur un plateau. Ouais, Et donc ça choque j'ai les gens, passé ça, en les France. études. Bah ouais, parce que on va. Bizarrement. En général, le meilleur moyen de te refuser un job, c'est de dire que t'es surqualifié pour le job. C'est super en France. Maintenant, vous êtes beaucoup trop compétent. Je t'aime trop, je te quitte. Partez pas. Quittez le territoire. Sortez maintenant, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes trop qualifié pour le pays, en fait. Ah bon, bah du coup, alors qu'est-ce que je vais faire? Non, on avance. Voilà. Et donc non, à l'inverse, j'ai fait les écoles pour devenir technicien de plateau québécois, avec une petite formation, etc. Et j'ai bossé sur Gothica de Mathieu Kassovitz, tu vois, name dropping. Il s'en souvient pas du tout, hein, parce que j'étais vraiment le plus petit rouage du plus petit mec Non, qui ça agitait va. le petit drapeau orange. Il n'a pas arrêté voilà. d'en parler, ça a changé sa carrière. Le fois qu'il t'a croisé avec un cappuccino un jour. Après, avec fait Vin qu'il a Diesel, ça a un réalisé, peu ouais. frité à cause de ça. Voilà, on m'a dit, voilà, je dis, les réponses, ça pour rien. Et donc voilà, et j'ai bossé sur The Aviator de Scorsese. Enfin, j'ai fait du plateau. Et en même temps, c'est comme ça que j'ai t'as grandi, t'as gagné ta vie, t'as Non, mais surtout, j'ai appris progressé. des tonnes de trucs. Alors, T'as encore une fois, je appris un faisais milliard de ce trucs. que j'appelle le populaire, c'est des tout petits boulots d'assistant de plateau et tout. Ouais, mais et où c'est là que t'es je dedans. réalisais un rêve. L'Amérique, c'est bien pour ça, parce qu'en général, tu réalises des rêves. Ouais. Et j'ai réalisé plein de rêves en bossant sur un Scorsese, et même si on était 800 Ouais, c'est sur le ouf, plateau, bien sûr. c'était T'es fabuleux. là, t'y es, ouais. T'es là, t'es t'y es, tu vis, et t'es payé pour. Alors qu'en France, en général, régie égale... Ouais, 2-3 ans avant égale d'avoir Wobat. le premier, Voilà, ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait plein de trucs. Et puis, à un moment donné, il fallait prendre un job un peu plus régulier. Et je faisais ça tout en étant évidemment le côté un peu... ah merde, j'ai pas retrouvé le nom de Tom Cruise dans Cocktail. Et je nettoyais des verres derrière un bar, comme dans Cocktail, qui est un des films de Ouais. mon panthéon. Et donc, je bossais beaucoup dans des bars. Enfin, je faisais à l'américaine aussi, 95 heures par semaine pour arriver... Voilà. Mais j'ai bien kiffé. Et puis, j'ai pris un boulot plus régulier. Proctologue. Cosmonaute. Voilà, T'es ça, c'était cosmonaute. moi, non, c'était Week-end. moi. Fallait apporter des barils de fuel dans l'espace. Enfin, moi, je n'ai pas posé de questions, À mais la je l'ai main, fait. à la Voilà. main. Après, nous, on ne peut pas te juger pour ça. Non, voilà, j'ai été mineur sur des astéroïdes. Enfin, j'ai ramené des trucs sympas. J'étais Cireur dégueulasse quand d'immeubles, j'entrais. des immeubles en cuir. Je cirais. Alors, c'est vraiment des immeubles, c'est qu'à New York. Voilà. Mais ça brille. Ça brille. Après, il y a un avion qui tombe dedans, c'est con, ça chie l'ambiance, t'as fait tout ça pour rien. Ouais, enfin, mais ça a été un immeuble en cuir, ça a pas été pareil, voilà. Et du coup, alors. Et voilà, non mais donc c'est après voilà, une je vais pas vous faire succès, toute voilà. l'histoire, mais Non, voilà, mais- une espèce de success story derrière de fil en aiguille. Bon, la drogue, tout ça, enfin les Évidemment. excès, les voitures de sport, la prison, La ciboulette, Voilà. la coriandre. le retour au top. L'Afghanistan, 2 ans. Voilà. Ouais. Deux singles avec Jean-Luc Lahaye en duo, tout ça. Enfin, Ah, quand même, ça s'est ouais. bien passé. Bah, donc la prison. Donc la Et du coup, non, mais parce que, donc, t'as eu cette culture-là. Ouais, Tu non, t'es j'ai éclaté, bossé, t'as appris ton métier. Non, et puis après, ça a continué, mais en matière, on va dire, un peu moins rêve américain. Enfin, plus structuré, c'est-à-dire j'ai eu des jobs plus pérennes. Mais pareil, où à 26, 27 balais, on me donnait des responsabilités qu'on ne m'aurait jamais données en France. Ouais. Au point, comme un bon compte français, après 3 ans, j'avais renouvelé mes visas de travail, etc. J'ai fait, attention, alerte, grosse connerie. J'ai dit, je veux aller chasser à Paris ce qu'on m'a donné si facilement au Canada. Et donc je suis retourné à Paris et j'ai fait mon voilà, crevard voilà. pendant 6 mois à gratter, etc., à voir qu'aucune porte ne s'ouvrait, etc. Et qu'à cela ne tienne, Ouais, ça, on m'a c'est flippant. reproposé un nouveau boulot super bien à Montréal. Et avec celle qui allait devenir ma femme, qui était québécoise, que j'avais emmenée dans les valises et tout à Paris, on est reparti à Montréal. Et du coup, on a refait 5 ans de plus parce que le Canada est vraiment une terre de possibles. Enfin, c'est Ouais, un c'est endroit ça, en fait, génial qui est pour lancer des impressionnant. trucs, quoi. Et quand tu reviens, quand tu décides de revenir, en fait, c'est parce que tu as envie de changer ou tu Bah, deviens, y t'es a un déjà truc. devenu producteur à ce moment-là? Non, enfin, je Pas bossais. encore. Moi, j'ai toujours bossé dans la tous mes prod. stages, etc., dans la prod, le D'accord. cinéma, le théâtre, la télé. Enfin, c'était vraiment. À 12 ans, je savais que je voulais faire ça. Ouais, déjà, La oui. prod. Ah, ça, c'est C'était- marrant. c'était obsessif. De savoir que c'était déjà ton truc. Bah, je voyais les génériques des films qu'on avait le droit de regarder le mardi oui. le soir, parce qu'il n'y avait pas école le lendemain. Ah oui. Le dimanche soir, il y avait Fameux école le mardi lendemain, soir. mais en loose day. Et les logos AMLF, Gaumont, tu vois, la fleur Gaumont qui arrive et tout. Même le logo de... Je peux pas voir le jingle de Ciné Dimanche sans pleurer aujourd'hui. Enfin, c'est puissant quand même. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Pour bosser avec Depardieu, avec Ventura, avec Belmondo, avec tous ces mecs-là. C'était... Et donc c'était vraiment une vocation. Et après, c'est juste à partir du moment où t'as pas de réseau, de pistons dans ce milieu, de faire un cheminement pour. Et donc le cheminement est passé par Montréal, mais par plein d'autres endroits, par Neuilly, par Boulogne, etc. Mais Quand, quand il est arrivé, moi je partais faire les repérages au Canada. Ouais, bah Le ouais. film que j'allais faire, donc c'était hyper drôle, quoi. C'est ça qui est drôle. Parce que j'étais pas producteur, mais je bossais pour des boîtes de prod, donc je faisais Ah un oui, peu mais- tous les métiers.
Dans qui la prod. t'amène après. Mais parce que pareil, c'est-à-dire que quand t'es en France, quand tu rencontres les producteurs, ils te disent, on pourrait dire légitimement, mais que il y a un producteur, c'est le patron de la boîte de prod. Et tous les autres sont des gens qui travaillent au service d'eux. Alors que au Canada, aux États-Unis ou en Allemagne, il y a des junior producers qui sont des gens qui apprennent le métier et qui sont éventuellement mal payés, qui sont pas exposés au risque comme l'est un producteur en titre, mais où tu apprends qui font ton le métier taf. de producteur Oui. parce que mais c'est vrai qu'en France, je pense, en gros, depuis la nouvelle vague, mais il y a une espèce de côté nobiliaire du métier de producteur. Et, Oui, peut-être un peu. Ouais. mais qui n'a plus lieu, qui n'a plus cours depuis Non. 30 ans. Mais voilà. Ouais, à l'époque, était peut-être plus marqué, quoi. Voilà. Et donc, pour apprendre le métier, il faut faire plein de. Et moi, apprendre le métier, ça consistait à faire tous les jobs qui étaient autour. Bah oui. Et avec le cœur de cible, comme une espèce de spirale, je me disais à la fin, je vais arriver. Et l'anecdote le fait de décider de revenir. Ça, c'est parce que le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui gueulent sur la France, gueulent sur Paris, etc. Mais en fait, c'est quand même un privilège de naître dans ce pays et de naître ici et tout. Et c'est vrai que moi, je vais dire une phrase aussi horrible, mais je suis très famille. Et c'est vrai que la famille, les parents rajeunissent pas, les frères et sœurs, ils ont des enfants, tu les vois pas. Et puis, je suis aussi très pote. Et mes potes que je voyais une fois tous les 2 ans, etc., c'est quand même un des trucs relous de l'expatriation. Ah oui, moi j'ai des copains à l'étranger, enfin une copine et un copain à l'étranger, et ils se me disent comment ils font en fait. Parce que c'est très espacé, quoi. T'as un retour, t'as un besoin. Les potes à l'étranger, dans les pays d'Amérique du Nord, t'as un accès tout de suite et après, pour vraiment rentrer dans une relation. Ma patronne c'est française avait une formulation là-dessus. Elle avait dit mais méfie-toi parce que dans ce pays, les pages affectives se tournent très vite. Ouais. Et j'avais trouvé ça très bien résumé, c'est-à-dire qu'effectivement très vite, c'est informel, on fait connaissance, on tisse des ponts. Mais voilà, ça Toi, peut, tu vois du coup ça des peut revirer très vite. Mais voilà, ça fait partie des. C'est très américain, quoi. Ouais, en fait, c'est plus, comment dire, moi j'ai un résumé là-dessus où j'ai passé 3 mois à Los Angeles et je me disais quand même c'était très sympa, hein, mais je me souviens d'un mec chez qui, un mec dans un rayon qui travaillait dans un Whole Foods, je crois, enfin les chaînes de. Whole Foods, c'est sympa, hein, c'est très classe. Donc, c'était cool, ouais. Enfin, Et je ça me souviens, appartient le à mec- Jeff Bezos, maintenant. Moi, je suis archi nul en anglais, hein, faut le savoir. Donc moi, j'ai vécu 2 mois là-bas, à Los Angeles. Donc je n'étais jamais resté dans un pays aussi longtemps. Et je me souviens de ce mec qui venait me voir, moi le petit français, yes, how are you? Ah, I am fine. Yes, thank you. And you, machin. Et il rigolait tout le temps. Ah, nice to meet you, guy, my guy. Il était super à l'air. Trop de positivité, trop intense. Ouais, trop- mais tout de suite, très vite. Bah oui. Et je lui disais à chaque fois, bon, ok, see you tomorrow or in 2 days. Tu vois, avec on voit que mon accent, hein, d'accord, le niveau 0. Et je partais tout le temps du côté gauche et je quittais son visage. Et un jour, je sais pas pourquoi, quand j'ai dit see you in 2 days, see you tomorrow, je suis resté sur place. Et en fait, j'ai aperçu, Son visage j'ai vu son changeait. visage. Putain, c'est la vanne que je fais tout le temps d'ailleurs, c'est et là il y a plus, plus tu vois, personne, ouais. il y a plus personne. Et là, j'ai vu le gars, et je dis putain, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que eux, ça n'empêche pas de passer un très bon moment, mais derrière il y aura pas le truc. Et toi, quand t'es latin, Ça crante pas. quand t'es latin, tu dis ah non, quand même, on n'a pas passé un super moment sans vraiment Ça pour s'apprécier, rien, quoi. Tu vois, on a couché ensemble et tout. Merde. Moi, j'étais hyper déçu de ça. Et en fait, c'était au tout début. Donc après, au bout de 2 mois, tu commences à comprendre des gens qui te disent jamais non. Si c'est le pays, on ne dit jamais non. Oui, et puis c'est Tu vois, très positif, tout ouais, est amazing. Très great. Je me Tout est souviens great, d'avoir demandé amazing. can I have more crispy bacon? Yes. Yes. Je n'ai jamais eu mon crispy bacon. Mais yes. Mais yes. On ne dit jamais non. Et c'est quand même fou, ça. Moi, j'adore aller là-bas en vacances, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a autre chose après pour le business. J'imagine, il y a des gens qui sont très à l'aise là-dedans, quoi. Puis ce qui est génial, c'est qu'effectivement, quand tu viens de la France et d'une France, la France des années 2000, etc. Enfin, c'est j'aime- malheureusement pareil en 2020, je pense. Merci. C'est un truc où effectivement, Merci. pour voir les gens, juste rencontrer quelqu'un de important dans une chaîne, dans un machin, enfin quelqu'un qui est en place, un agent, et que t'es nobody, soit ça n'arrive jamais, soit c'est la croix à la bannière. Là-bas, ce qui est Au Chili, génial, c'est très c'est que possible. les gens, Ouais. et c'est pareil à Montréal, les gens t'ouvrent la porte, Oui. ils te voient. Et puis les gens, ça va être très simple aussi. Si tu veux un acteur ou quelque chose. Non, mais un des éléments, c'était, de ce que j'ai retenu, c'est ne laissons pas éventuellement passer une bonne opportunité. Donc, t'as envie d'être reçu, tu fais les C'est efforts pour être exactement reçu, ça. ils te reçoivent. Si t'as un truc qui les intéresse, ils y vont.
Mais en tout cas, tu as la chance d'avoir le rendez-vous. Si tu l'as préparé, bossé, Et reste que pour la tête au quotidien, c'est hyper agréable. J'imagine que c'est pareil pour les comédiens, pour les talents, les réalisateurs, les scénaristes, enfin tous les gens qui veulent percer, qui veulent faire passer. Tu veux un rendez-vous, tu l'auras au bout d'un moment. Bah, après, je pense que c'est super. plus dur pour les comédiens parce que moi, je me souviens à Los Angeles, la première fois que j'ai été faire le plein de ma bagnole. Et tu as que des scénaristes et des comédiens, hein, dans les serveurs, dans les le mec, ouais. il faisait les le plein. coiffeurs, ouais. J'ai dit, je sais pas, moi si j'avais été réalisateur ou producteur, j'ai dit, je vous engage en fait. Vous êtes un putain d'acteur, quoi. Et le mec, il sert de l'essence toute la journée, quoi. Ah bah non, mais c'est vrai qu'à Los Angeles, tu vas chez le tous les coiffeur. chauffeurs de taxi ont un scénar dans la boîte à Les gants. coiffeurs, c'est pareil. Ouais. Les serveurs, c'est tous des comédiens. Ouais, c'est ce que La La Land a très bien capté, je Ouais. trouve. C'est cette Bah espèce oui. de truc où t'as une Mais c'est ville vrai, qui c'est ne vrai. pulse C'est une vie que pour le cinéma. Tout le monde vit comme pour ça. Mais c'est émouvant. Ouais. Et à la fois, Ouais, c'est c'est pathétique excellent. parce que c'est beaucoup de souffrance en vrai, Bah ouais. mais c'est aussi hyper émouvant parce que ça pulse. C'est ça rare marche. d'aller à LS sans voir un tournage. Putain, Ah oui, tu vois. il y en a partout. Partout. Montréal, pareil. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Peut-être Montréal, même un plus truc parce que que c'est moins j'adore. cher pour les Américains. Les Américains, ils vont. Ouais. Et c'était hyper agréable. Il y a des tournages partout, des camions en régie, des machins, des. Et c'est toi, Fred, l'ambiance. t'as commencé par quoi, du coup? La production? Oh là là, moi j'ai jamais produit. Moi j'ai commencé à écrire. Là, très, t'as jamais très jeune. produit? Ah Parce que non, tu disais non, la non. boîte, c'était quoi, alors, la boîte? J'ai monté une boîte de production, mais Ah. pour que des gens travaillent pour moi. Ah, d'accord. Absolument Parce pas. que toi, c'est auteur. Ah oui, dès le début, Dès le très début. tôt, du théâtre, dès 15-16 ans, qui a marché. Et après. Ah, tu le savais pareil, toi. Lui, il savait qu'il allait être producteur, Thomas, et toi, tu savais que Ah t'allais ouais, être ouais, auteur. j'attendais vite d'avoir marrant, mon bac pour. Et après, études de lettres pour me barrer. Vous allez travailler ensemble maintenant, à partir de maintenant, d'ailleurs. À partir de Mais, ce podcast. oui, Ça y est. ouais, bah là autour de la table, nous on est payés, je sais pas toi, mais Donc on bosse. on bosse là en même temps. Tu Oui, vois. en fait, c'est ça. Je pense que de toute façon, la réunion. Parce que moi, je suis comédien. Du coup, Ouais, donc, je voulais me c'est ça. présenter. Alors, Un éventuellement, auteur, on un peut producteur, t'engager, un mais comédien. ça va Voilà. dépendre. Puis moi, après, voilà, franchement, je suis pas. Alors une vocation tardive, plutôt. Ouais, moi, c'est très tardif. Très tardif. Non, moi je suis parti. En fait, il m'est arrivé un truc. L'émission dure combien de temps? 4 heures. Je Autant vais- qu'on veut, en fait. Tu sais, les gens sont sur l'autoroute, là, hein, pendant qu'ils nous écoutent. Ils sont bien en train de manger aussi. Ouais. S'ils sont en plein bouchon, je peux y aller. Alors, Moi, j'ai une copine que j'embrasse si elle nous écoute, qui s'appelle Lydie. qui est orange, qui est bloqué. Et ben, à chaque fois qu'il y a le podcast, elle l'écoute en se servant son plat au moment où elle met lecture. C'est Et vrai elle mange avec Fred nous. en mode avion. Et donc là, en l'occurrence, avec nous. Eh ben, Lydie, Donc, te saluons. salut Lydie, Bon on t'embrasse. appétit, les milieux, voilà. Donc je suis parti, j'ai écrit du théâtre, ça a bien marché, et au moment où je pensais que j'étais un bon auteur, ce qui était absolument faux, mais vraiment une horreur, j'ai eu un cancer, je suis resté très longtemps à l'hôpital, et moi je pensais que j'allais être comédien, mais je savais pas que j'étais mauvais en fait. Mais comme j'écrivais les trucs dans lesquels je jouais, Eh oui, parce que t'as la conscience de la chose. Voilà, Donc, et tu la donc, je joues me dans ta disais- tête. et du coup je savais pas quoi faire, donc j'ai dit bon, enfin j'écris, mais ça me demandait pas d'effort d'écrire. Souvent pourquoi j'écrivais mal. Et je pars, donc voilà, et je commence à bosser pour une boîte américaine qui m'envoie là-bas. Et c'était une boîte qui faisait des effets spéciaux. Ça s'appelait Discrete Logic, qui avait inventé le flemme. Alors à l'époque du... Voilà. Alors, explique, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors le flemme, c'est un appareil qui fait des effets spéciaux extrêmement brillamment, très très rapidement. Et il y a beaucoup d'émissions de TV, de films, de cinéma qui l'utilisent. C'était même canal à un moment, ils avaient Ouais, fait oui, je me souviens. Capitaine Flemme avec 40, tout ça. Et en fait, les boîtes de prod à l'époque, qui faisaient des effets spéciaux, essentiellement c'était aux États-Unis, ne savaient pas comment utiliser le numérique. Et donc les boîtes d'effets spéciaux, comme Discrete, envoyaient des auteurs aux boîtes de production pour qu'on réécrive les parties techniques des scénarios, puisqu'on connaissait en budget comment il fallait faire et tout. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le scénario petit à petit. Ah, d'accord. Et un jour, il y a la copine avec qui j'étais qui envoie un synopsis que j'avais écrit qui s'appelle Night and Day, un concours qui s'appelle le King Arthur Screenwriters Award, le CASA. C'est chic. Et je gagne, ouais, la classe. Mais je savais pas que je concourais. Je gagne le prix. Ça, c'est un concours qui était où, ça? À Los Angeles. Los Angeles, ça, voilà. Tout ce dont je te parle, c'est à Los Angeles. Et je gagne le prix, mais je le sais pas. Donc je reçois une lettre 2 mois après, comme quoi j'ai un prix, il faut que j'aille le chercher. Il était doté de $2 500. Et $2 à l'époque, À l'époque, c'est... C'est 25 000 euros Non mais d'aujourd'hui. c'est la baraque. Non mais c'est juste, non mais c'est c'est ouf. Ouais, t'es le roi énorme, du- tu vois, ouais, voilà, c'est vrai. vraiment. Et donc je vais chercher mon prix, et le type qui remet le prix, c'est Ron Bass. Et Ron Bass, c'est le scénariste de Vol au-dessus de la nuit coucou, Rain Man, enfin, c'est une sorte de monstre. Et aux États-Unis, les scénaristes sont 10 fois plus valorisés qu'en France. Ah oui, oui. Et il me dit, je viens chercher mon prix, et
je le reconnais quand même, tu vois, puis je vois les affiches des films, donc je vois le nom et tout ça, donc je fais style, j'ai vu ces films, ce qui était faux, à part un ou deux, et je prends la dimension du type et tout. Et j'ai 26 ans. Et là, il me dit, vous savez que vous écrivez très mal. Je te jure, comme ça, en anglais. Mais, et j'étais un peu vexé quand même. You write bad. Toujours un peu susceptible. Peut-être qu'il ne savait pas lire le français, le basse aussi. Et donc j'ai dit, vous écrivez extrêmement mal, mais, donc le mais, tu vois, petit suspense, on sent le scénariste, et il dit, vous avez des bonnes idées. Il dit, voilà, on est jeudi, je me rappelle plus du jour, on est jeudi, vous vous débrouillez, je vous prends lundi, je vous paye pas pendant un an, je vous apprends ce qui vous manque. Et j'ai fait des pizzas pendant un an. J'ai détruit je sais pas combien d'estomacs, mais j'ai bossé pour Rodmas pendant un an. Et il m'a vraiment appris, ce qui m'a permis après de faire des scénarios un peu différents et, enfin, qui m'a permis de faire, Inception. Non mais tu vois, cette anecdote que tu décris, je suis pas sûr qu'il y a des tonnes d'équivalents que tu puisses trouver sur le terrain français, quoi. Ce genre de transmission de quelqu'un de... Ah ouais, mais moi, aussi ça m'a... simplement. Ouais, quelqu'un simplement qui dit, moi je suis là, toi t'es un young padawan, etc., mais je décèle quelque chose en toi, je vais pas te payer, je vais t'exploiter, je vais te machin, etc., mais je vais te former. Et un jour, ça arrive, j'imagine, mais c'est quand même pas très... Pour aller plus loin, un jour, il te dit, bon, bah, je crois que c'est bon, tu peux y aller maintenant. Il te donne un boulot, il te présente des gens, il a présenté Anne Tomopoulos, qui était la directrice de fiction d'HBO. À l'époque, bon, voilà, qui te fait bosser sur Band Brothers, juste comme ça, tu vois, bon. Et un jour, tu rentres à Paris, tu reçois un coup de téléphone de Jodie Foster. Moi, je bossais dans une petite boîte, et on me dit, il y a Jodie Foster pour toi au téléphone. Je fais, ouais, bien sûr. Et je prends pas, je raccroche, quoi. Elle rappelle une deuxième fois. Non mais elle insiste. Jodie insiste. Non. Arrêtez, vous êtes lourds, les mecs. Et en fait, il donne le numéro 323, donc le Los Angeles. Je rappelle, et en fait, Rodmas lui avait donné un synopsis que j'avais écrit, et c'est elle qui m'a payé mon premier développement. C'est joli, quoi. C'est classe. Voilà, c'est classe. Et t'es resté combien de temps à Los Angeles? 8 ans, tout, mais jamais en durée totale. Je rentrais et tout, mais je me sais pendant 8 années entre les deux pays. J'imagine qu'il y a des trucs de visa de travail. Oui, mais après, tu sais, tu peux travailler plus longtemps si tu fais un travail que les Américains peuvent pas faire. Tu sais, Et en fait, les boîtes de cinéma, ils ont déjà leur jury, c'est déjà prêt, ouais. Puis, voilà. Ah oui, ils ont tout organisé. Et ça, je l'ai payé longtemps en France parce que j'ai eu la chance de tomber sur Claudio Sarr qui m'a payé mon premier développement en France. Elle sortait de un long dimanche de fiançailles. Mais sortir, c'était un peu dur. Et c'est là que ça s'est un peu clashé pour elle. Et elle avait pris un scénario qui s'est jamais fait, mais qui en est vraiment un truc qui me plaisait. Mais j'ai payé cette différence dans l'écriture avec le mode de structure à l'américaine et tout, avec une exigence qui a été dure à imposer après. Parce qu'en France, c'est complètement on me disait, différent. des sujets qui sont pas français. Mais qui a fini par payer. Avec Jean Reno, mais même Madame Irma en solitaire, des films comme ça, qui sont des idées originales. Il fallait les défendre et tout, et en solitaire, bien bon, vous avez, c'est un film avec François Cluzet qui a produit La Gaumont, vous avez déjà été sur un bateau? Je fais, bah non, je dis, mais les scénaristes qui ont fait Apollo 13, ils ont jamais été dans un vaisseau, on s'en fout. Tu vois, c'est pas un documentaire, quoi, mais c'est très bizarre ce rapport, et j'ai mis du temps à installer mon boulot. C'est réalisé par Christophe Offenstein. Oui, Christophe Offenstein. Je le connais très bien. Ouais, bah, merci. J'ai fait mon premier film avec lui en tant que chef-op, justement. Ouais, super gars. Et réalisé par Jean Cotin, voilà. Produit par Jean Cotin, ouais, c'est ça. Et j'étais fier parce qu'il y avait la rose, enfin la Marguerite Bergeron, ouais, bien sûr. Non, mais c'est drôle ce que tu dis par rapport à la différence de ce qu'on peut accepter ou pas en France ou aux États-Unis. Enfin, comment la méthode n'est pas la même, en fait. Parce que par exemple, les histoires, moi j'ai connu ça parce que ça fait 5 ans que je fais de la télé dans la fiction, je connaissais pas avant. J'avais fait que du cinéma ou des sketchs sur Canal, donc c'est pas pareil. Et puis Canal, c'est un monde à part. D'ailleurs, Canal, pour rebondir là-dessus, c'est un peu quand je vous vois parler chacun avec les gens qui vous ont les rencontres et les gens qui te portent et tout. Bah, Canal, c'est ça. C'est-à-dire que Canal, Alain De Greff, Bruno Gaston, qui était le bras droit d'Alain De Greff, que on a rencontré en premier, ils te voient, eux ils t'ont vu, et Lescure, ils te voient en fait 10 ans après. Les mecs t'ont vu 10 ans après, mais toi tu savais même pas. Toi t'étais là au milieu, tu dis ah bon? Et donc là on te met un bureau, on te paye des auteurs, donc pareil, on te met une fois par semaine, et tu vas essayer, tu trouves une petite idée et machin. Et on te met tout, on t'habille, on te loge, on te nourrit, on te blanchit, on te donne de quoi vivre.
va au restaurant, apprends ton métier. Et c'est ouf. Et tu te dis, moi c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est un stage rémunéré de 15 ans que j'ai fait à Canal pour ensuite te lancer dans le grand bain. Tu vois, j'ai l'impression, moi, depuis que j'ai arrêté, depuis 8 ans, que je suis devenu comédien en 2012. Tu vois, que j'ai commencé là. Ça y est, on m'a acheté, mes parents, de greffer les scurs, C'est magnifique, j'ai eu. C'est ouf. J'ai eu C'est pareil. l'occasion. C'est une force hallucinante. Ouais. J'ai rencontré il y a 3 ans un homme formidable qui est le directeur du CLCF, qui s'appelle Benatou Benichou, qui est le Conservatoire libre du cinéma français. Et il m'a donné l'opportunité de pouvoir enseigner le scénario avec ce que j'ai appris aux États-Unis et en France aux élèves du conservatoire. Et je t'assure que c'est le truc qui me plaît le plus, c'est ça. De pouvoir transmettre et du coup d'apprendre en fait avec des mômes entre 20 et 30 ans qui te renvoient ce qui se fait actuellement, qui te mettent à l'amende et tout. Et c'est génial, mais je trouve que ça manque tellement de pouvoir avoir le pied. Et j'ai trouvé qu'aux US, même si tu veux bosser, c'est la guerre. Hein, il y a une compétition, mais que je trouve intéressante, faut pas la refuser. Mais si tu bosses, si tu as un peu quelque chose, tu as la possibilité à un moment. Et ça, c'est génial. Oui, parce qu'en France, on est en train de petit à petit, grâce justement aux Américains, notamment à Netflix, etc., mais on est en train de s'enlever tous ces petits problèmes, par exemple, de frontières. Oui, tu vois, par exemple, t'as un Halloween. C'est moins bien que le cinéma. Oui, le théâtre, tu peux pas faire ça parce que t'es du théâtre, donc tu peux pas aller à la télé, tu peux pas aller étiquette. Heureusement, grâce à des Netflix qui te mettent dans le monde entier, et puis chacun dans sa langue en plus, c'est-à-dire que tu deviens un acteur mondialement connu, mais chez toi. Tu vas pas aller Balle perdue qui a été vue par 40 millions de personnes. C'est tourné chez moi. À 7 et à Marseillan. Mais c'est ça, dans ton appart. Dans mon appart. Ils l'ont un peu détruit en passant. Et c'est le côté positif, parce que le Finlandais travaille en finlandais, l'Israélien travaille en hébreu, le Français travaille en français, l'Espagnol travaille en espagnol, et chacun dans son pays. Et en plus, du coup, va voyager dans 140 pays. Voilà, dans même plus d'ailleurs, je crois, maintenant. Mais bon, c'est fou déjà. Et tu te dis... ça, c'est sur la Lune en ce moment. Donc... Non, mais des gens qui n'auraient jamais eu accès à ça. Enfin, moi, j'en ai fait une série qui est pour TF1 et qui est sur Netflix, qui s'appelle La Menthe. Avec Carole Bouquet. Carole, je t'embrasse, d'ailleurs, je sais que tu nous écoutes. Carole Bouquet, n'oublie pas que tu as dit oui pour moi tout le week-end, ou maintenant... Ah oui, moi aussi, je suis dedans. Donc voilà, donc maintenant c'est comme ça. Voilà, hein. C'est officiel, elle peut plus refuser. Voilà, on continue. Non, et du coup, je veux dire, les cases ou les étiquettes, tout ça, c'est en train de tomber. Parce que ça fait très longtemps qu'aux États-Unis, un mec, je sais pas, un Owen Wilson, je pensais à lui comme ça, il peut faire une pub à Gendas, il peut te faire une super comédie buddy movie et à côté un film d'auteur de dingue. Super pointu. Et personne se pose la question. On se dit, le mec, c'est Mais c'est fou ce que tu dis parce que mon premier rendez-vous en France, j'arrive avec un catalogue d'histoire. Il faisait 600 pages et dedans j'avais une centaine de synopsis classés en comédie, en machin. Et mon premier rendez-vous chez Fidélité, ils avaient une petite boîte qui s'appelait pour faire des films B. Je tairai le nom de la personne qui m'a reçu. Et il arrive et me voit arriver avec mon bouquin et c'est comme ça qu'il fait. C'est avec ça qu'ils avaient fait Midgap, je crois, et tout un tas de films comme ça. Pas de gens. Pas de gens. On a dit pas de corse. Oui, voilà. Donc, alors, la personne que vous connaissez, elle me reçoit dans la boîte que vous connaissez et elle me dit, bon, c'est quoi votre spécialité? Je dis, la paella. Les bonnes histoires, quoi. Il dit, non, mais c'est quoi, c'est comédie, c'est, et je dis, mais vous avez lu, Exercice de style de Raymond Queneau? La Grovine. Je dis, bon, je vais essayer de prendre un truc sur Femme Actuelle, on va voir, quoi. Et, je dis, non, mais, c'est une bonne histoire, je vous fais une comédie, une tragédie, ça dépend de la tonalité, mais c'est une bonne histoire. Et le mec, il a même pas lu, il fait, non, mais c'est trop compliqué. Hop. Premier rendez-vous en France, au revoir. Ah oui. Donc l'étiquetage, on est dans un pays... Et puis en plus, il y a un truc, ça me fait penser à ça, mais que pendant très longtemps, et j'espère moins aujourd'hui, mais à la télé en tout cas, c'était, par exemple, tu peux voir des histoires horribles, mais américaines. On te disait, oui, le public français peut voir les histoires horribles américaines, mais pas les histoires françaises horribles. Ça, je l'ai vécu. Heureusement, on est en train de tranquillement. En France, on n'a pas eu la Gestapo, on n'a jamais eu de guerre, on n'a jamais eu de gens qui... Et on est seul pays où il n'y a pas de meurtre. C'est vrai. C'est dur après d'écrire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de viol. Non, c'est vachement bien. Il y a une expression québécoise qui me fait beaucoup rire pour dire qu'on est un peu chochotte. On dit qu'on est moumoune. Moumoune. Vous êtes ben moumoune, vous les Français. Vous êtes ben moumoune parce que ça veut dire vous êtes chochotte. Oui. Et c'est vrai que moi il y a une série qui, je pense, est en train d'être adaptée par TF1, qui est une série québécoise, qui est une série d'action sur une jeune femme qui fait une fugue de 16 ans, etc. Et qui vit tout un tas d'histoires
mais c'est une super bonne série québécoise. Mais c'est juste qu'effectivement, c'est un truc que les familles québécoises regardaient en se serrant les mains, etc. Parce que cette jeune fille de 15-16 ans qui quitte la maison, il va lui arriver beaucoup de choses vraiment pas cool. Mais il y a un côté 24 où elle va s'en sortir, etc. Et tu veux qu'elle s'en sorte, c'est une série d'action. Tout le monde me disait, mais non, mais tu peux pas montrer ça en France. Et c'est drôle parce que pour l'instant, sur une population de 6 millions d'habitants, ça faisait des codes d'écoute de 3 millions. En équivalent France, t'avais 30 millions de personnes qui écoutaient la série. Et c'est vrai sur plein de sujets, par rapport à la sexualité, par rapport à plein de choses, où on va accepter de voir des choses horribles, mais c'est des choses américaines. Heureusement, grâce justement aux plateformes, c'est en train de... Le regard évolue. Grâce à Thomas surtout. Hein, voilà. Ouais, enfin, c'est... Je suis une plateforme, moi tout seul. Moi, je suis une forme de plateforme. Thomas, je crois que t'es en train de foutre un gros coup de pied dans la fourmilière, pour reprendre des expressions qu'on aime bien. Des têtes vont tomber. On aime bien à table. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Pâté en croûte. C'est plaisir d'avoir un bon rire au milieu, à un moment donné, au milieu du podcast, faut avoir un rire comme ça. Bah, surtout après le mot pâté en croûte. Ouais, parce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent qu'il y a une table concurrente à droite qui essaye de lancer un peu, on va dire, c'est horrible parce que c'est dommage, c'est tellement ça. C'est le mauvais côté de la France. Ils essayent de lancer le podcast concurrent. Voilà. Donc moi, ça s'appelle Je suis en 5G, je t'emmerde. Voilà. En mode fusée. Ou en mode fusée. Allez. Ça s'appelle En mode cool avec Bernard Dehaut, c'est mon concurrent, moi c'est Fredo. Voilà. Mon concurrent. Ceci dit, ils mettent la barre très haut parce qu'ils sont donc tous partis sur du pâté en croûte. Il fait actuellement 40 degrés. Franchement, le mec qui fait ce podcast-là, il est un peu cliché. Il veut vraiment un peu montrer qui il est. Donc ça invite plein de nanas à table. C'est vraiment des conversations de nanas. Écoute, le sous-titre, c'est la cuisine des mousquetaires. Voilà. C'est vraiment... Non, c'est dommage. Mais bon, voilà, on l'a dit, c'est Allez, dit. On va rester focus, on est entre professionnels du cinéma. Je vais attendre qu'il vous serve pour manger, je vais être sympa. Je vais me reprendre des glaçons parce que c'est vachement bon les glaçons. Hyper C'est bon. vachement bon les glaçons. C'est un bon slogan. Si on rebondit là-dessus pour parler sérieusement, ce qui est intéressant, avec cette histoire de pandémie, Ah oui, alors du coup, il y a quand même des... Non, mais parce qu'en fait, je voulais rebondir là-dessus parce que ça me fait penser à ça. C'est qu'il y a des films qui sont pas sortis au cinéma et par exemple le film de la sœur de Ramsey, Mela Bedia, Forte, qui est sorti sur Amazon et finalement ils l'ont vendu. C'est génial et ça a cartonné. S'il faut, elle a eu plus de vues sur Amazon qu'elle aurait eu au cinéma et c'est génial parce que du coup ça enchaîne sur d'autres choses, d'autres films, d'autres séries et tu vois, moi j'ai fait La Menthe sur TF1 avec Carole Bouquet, ça a super bien marché sur TF1. Les producteurs de l'époque, ils l'ont vendu justement à Netflix au début en 2017. Ça a vachement bien marché sur Netflix. Aujourd'hui, du coup Netflix, TF1, hop, ils veulent faire une saison 2 alors que ça devait être qu'une saison unique. Donc il y a quand même des bonnes choses au niveau artistique qui se passent avec tout ça. C'est assez extrême. Avec des problèmes ou pas des problèmes. Et du coup, ça crée une émulation dans ce métier. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Messieurs? Ah oui, d'accord, vous avez 2 heures. 2 heures. Allez, hop, c'est parti. Non, mais parce que tu parlais de la pandémie, c'est vrai que pour le coup, je sais plus qui disait aujourd'hui, mais un gros exécutif d'un studio US qui disait simplement, il se sera passé en 3-4 mois des mutations qu'on envisageait en 2-3 ans. Voilà. Et ça, c'est clair qu'il y a des bascules où Mulan, finalement, ne sortira pas en salle et va se retrouver sur Disney+ direct, ce qui est quand même un coup dur pour beaucoup de salles. Et puis, il y a tout un tas de trucs où tout ça s'accélère. Il y a le film de Kairon aussi, je pense, qui bascule direct sur Amazon. Où d'un côté, c'est vrai que ce soit pour Forte ou pour Brutus et César, je sais plus si c'est plus j'ai vu. C'est vrai que c'est des films qui potentiellement peuvent être vus au niveau mondial par des dizaines de millions de personnes. Là où effectivement, c'est des films qui avaient un potentiel de quelques centaines de milliers ou peut-être 1 ou 2 ou 3 millions de spectateurs en France. Donc on change complètement de schéma et en même temps, il y a beaucoup de casse parce qu'il y a le secteur des salles. La question, c'était bonne ou mauvaise chose? Ouais, non, c'est pas, je sais pas, parce que... la question. en fait, la question, c'est ça. Je suis hyper d'accord avec ce que vous avez C'est qu'en dit, fait, il y a des choses, tu dis, tu sais, il y a une sorte d'embouteillage qui arrive pour le cinéma. Parce que là, l'automne, ça va être terrible. Voilà, il y a des films en retard, donc du coup, tout ça va redémarrer tranquillement. Et à côté, il y a des opportunités sur les plateformes ou à la télé. Donc la télé qui reprend ses droits. Du coup, là, la passerelle est en train de se faire, mais encore plus qu'avant, entre cinéma, théâtre, acteurs de télé, de cinéma ou de... Voilà, ça y est, on fait plus la différence comme aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est positif? Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça apporte? C'est ce que tu disais. Ça apporte des choses. Moins de casse possible, tant mieux. J'ai l'impression. Ça amène ce truc-là. Après les salles, pour les salles, c'est compliqué. Voilà. Le problème, c'est plus effectivement pour tout le maillage des salles en France. Parce qu'en France, on a un écosystème qui, certes, peut paraître bureaucratique, peut paraître lourd, etc., mais qui nous est envié par le monde entier. Avec un système dit de fonds de soutien, où en fait, au guichet, la recette guichet
fait que les gens qui vont voir Tenet ou Mulan, bon là ils n'auront pas voir Mulan, mais leurs 10 €, il y a une grosse quote-part du 10 € qui paye à la salle de cinéma qui va abonder un fonds énorme qui s'appelle le fonds de soutien, qui permet à tous nos camarades producteurs, camarades, ça fait carrément communiste, à tous nos amis et collègues producteurs de cinéma, de faire des films plus pointus, plus audacieux, éventuellement casse-gueule, etc. Et franchement, c'est un système unique au monde, où le mec qui va voir Star Wars, son argent va participer de la vivacité d'une industrie qui produit 200-300 longs métrages par an. Et donc ça, c'est vrai que si la chaîne, le premier maillon de la chaîne qui est la salle, se fragilise, bah, ce système se fragilise. De la même manière que nous... Ça arrange aussi d'autres productions étrangères, parce que tu font la gueule d'avoir ça aussi. Hein. Donc bonne chose par rapport aux étiquettes, oui. Par rapport à l'oxygène que ça fait circuler dans l'industrie, oui. Après, c'est vrai que cette domination très américaine, pour moi, le seul vrai problème là-dedans, c'est que ce qu'on appelle les GAFA, bah, c'est des boîtes américaines. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative européenne. Et si tu fais trop d'oxygène, il y a tout qui va voler dans la pièce. Et surtout qu'aujourd'hui, le nouveau canal finance plus de moins en moins le cinéma. Voilà. Donc il faut trouver quelqu'un qui finance le cinéma français. Ouais. Bah, ou alors il faut changer de mode de financement ou même de coût de production. Mais voilà. Non, après, ce qui est hyper intéressant, je sais pas si t'as vu Roma, par exemple, d'Alfonso Cuarón, etc. Tu vois, tu me dis, ouais, c'est extra. Alors, c'est dommage, si tu le vois sur ton laptop 13 pouces, c'est dommage. Si t'as une bonne télé avec un peu de son, sur un 15 pouces, si t'as une télé un peu conséquente et un peu de son, etc., c'est quand même très bon. Et c'est vrai que ce film est quand même pointu, c'est un film en noir et blanc, sur sa nounou, avec des acteurs totalement inconnus. Ouais, c'est ouf. Il l'aurait jamais fait pour la salle. Ouais. Et c'est un petit diamant qui existe, etc. Et donc, c'est vrai. Ouais, donc quand même, il y a ça. Comme Scorsese, The Irishman, le film de sa vie, le film qu'il voulait faire. Voilà, ils l'ont fait. C'est quand même partagé les bons, les mauvais côtés. Mais il y a... ça évolue, plein de choses. Et puis accessoirement, c'est pas pour être trop binocleux, mais il va y avoir la transposition de la directive européenne qui fait qu'en l'occurrence, à partir de l'automne, les plateformes vont se voir obligées, en France, de dépenser une partie de leur chiffre d'affaires dans du contenu français. Voilà. Et alors là, on va encore être ça le modernité. Le niveau, mais c'est formidable, ça va être sympa. Bah, c'est génial parce que du coup, t'as toute la puissance de feu américaine, des bonnes idées, du cash. Du bon côté américain. Et du bon côté européen, etc. On a des normes, l'exception culturelle. Attendez, on fait pas n'importe quoi. Ouais. Et les deux se mixent et finalement chacun y trouve un intérêt. Parce que Netflix n'arrive pas en France en prédateur, on va tout prendre, on va tout bouffer. Voilà, ils ont un intérêt supérieur. C'est pas la seule plateforme, voilà. Mais toutes les plateformes ont un intérêt supérieur à bien travailler avec l'écosystème. Et donc ça va bien se passer, mais en tous les cas, les perspectives ne sont pas que noires. En tout cas, ça démontre qu'il y a quand même des choses. Je sais pas si vous avez vu Casa de Papel. Oh non. Je sais pas si vous avez vu Casa de Papel, mais en tout cas, dans la dernière saison, ils ont fait je crois qu'il y a encore une saison en plus, après ils arrêtent. Mais il y a une... Je sais qu'on a reçu des directives pour ne pas parler de Casa de Papel. Il y a un documentaire, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un des podcasts, je crois pas en avoir parlé. Mais il y a un documentaire dans lequel ils expliquent... Thomas, trouve vite un autre sujet. Ils expliquent comment, ils s'étaient fait jeter de la télé en Espagne, ça n'a pas marché, ils étaient dépités. Netflix est arrivé à ce moment-là, arraché le truc. Et ça s'est bien passé chez le Nermato. Et donc la réouverture des boîtes de nuit dans l'après-Covid. Voilà. Je crois que j'en ai pas parlé de ça. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Non, mais j'en ai pas parlé de ça. Et les supermarchés sont un peu bien sur les prix. En tout cas, ça prouve qu'il y a des gens inconnus qui peuvent être des stars mondiales en 6 secondes. 2h30 quand même, maintenant. 2 heures, je crois. Ouais, 2 heures. Et Marseille à 3 heures. Bonjour Fabien Fradjon. Non, parce qu'après le diesel, tu vois, on fait beaucoup de mauvais procès à la voiture. Quand même, on économise moins. Voilà. Non, mais c'est marrant. Est-ce qu'on peut dire dans un podcast mais parce qu'il y a des gens... ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui n'écoutent pas tous les podcasts. Non, et Dieu merci. Non, mais heureusement, ils n'écoutent pas tout parce qu'ils choisissent. Et ils disent, tiens, celui-là, ça m'intéresse parce que là, ils vont peut-être parler de l'histoire de la Casa de Papel. Mais vraiment... Merde. J'en perds... Attention, tu t'es taché. Tu t'es tout taché. Ils disent, tiens, c'est marrant, je suis sûr qu'ils vont en parler parce que c'est quand même l'exemple le plus incroyable. C'est archétypal. De dire que tu as des gens, des acteurs espagnols. Un moment de silence, s'il vous plaît, parce que c'est archétypal. Dans un pays, ils ont fait une série. Non, mais la chaîne principale. Ils vont rebaptiser la Bible Casa de Papel. Mais... Non, mais c'est quand même dingue dans une carrière de te dire, tu avais un super projet, tu as aimé ce projet. Ils l'ont fait. La chaîne principale du pays, en l'occurrence l'Espagne, ça n'a pas marché. Et c'est fini. Donc on fera pas de saison 2. Sauf que Netflix arrive et rachète.
Et ça cartonne, et ça devient un succès mondial. Alors, tu sais ce qu'on va Voilà. faire? On va C'est pour ça, donner la on peut fin de Casa de Papel saison 2. Pedro meurt. Donc voilà, maintenant, mais c'est c'est bon, intéressant. c'est autre Salaud, chose. salaud. Non mais Voilà. tu sais pourquoi ça me tient à cœur en fait? Pourquoi je radote là-dessus? Après, en même Non, temps, il y a des non, gens qui Non, on peut pas dire ça, non. Vous- Tu veux pas dire ça. Non mais il y a des gens qui ne sauront pas parce qu'ils n'écoutent pas tous les podcasts. Ils peuvent pas savoir que je radote, mais parce que ça montre juste qu'il n'y a pas de casting, il n'y a pas de bankable. Ça veut dire beaucoup de choses quoi. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'on peut mettre des gens inconnus demain. J'en ai parlé de Casa de Papel avant ou pas? Non, parce qu'il y a toute mon équipe il y a 25 personnes derrière. Vous imaginez que moi j'ai une équipe, vous imaginez quand je me déplace, il y a 40, 50 personnes. Mais c'est ça, il y a un staff derrière. Vous avez une bouteille d'oxygène? Moi, je viens, même si c'est de l'audio, je viens toujours avec mon staff, coiffeur, maquilleur et costumière. Moi, c'est mon Et HMC. pour les podcasts, c'est Moi, un minimum. Ouais. Je suis comédien. Ça fait 55 ans que je suis Par contre, comédien. sur le J'ai commencé conducteur, à t'as l'âge de personne, 0. on est d'accord. Moins Sur 6 le ans. conducteur, on est à poil. Donc, bon, si ça vous intéresse pas Casa de Papel, on en reparlera au téléphone. On y revient. Mais ouais. Non, mais on fait ça. C'est quand même la meilleure démonstration. Non, mais Voilà. on se fait un Tu zoom, peux- on se fait un zoom, si tu veux. On se fait un zoom demain, C'est que du jour au lendemain, tout change. Voilà. La maison de papier, hein, pour ceux qui sont bilingues. Je résiste à peine. Alors, les gars, on en voilà, est là, alors. parce qu'on mange et tout, c'est super sympa, mais On les grignote. gens veulent apprendre des choses. Pour l'instant, on a appris des choses, que ça peut être le rêve américain, oui, non. Ouais. Voilà, donc il y a un retour en France. On m'a parlé de... Alors oui, parce que moi, on m'a dit, Ah oui. j'ai su, parce que maintenant, avant, je préparais pas et tout, mais maintenant, c'est vachement préparé. Très bien. Ouais. En fait, il y a toute une équipe des mamas italiennes Ouais. qui préparent des sauces tomates. Tu bosses sur Casa de Papel? Non, qui Non, bossent. c'est l'Espagne. Ah, non, d'accord. Tout mélangé. Ok. Et on m'a dit que toi, apparemment, t'avais traîné avec des Hells Angels. Oui. Je parle à Fred, donc Fred qui est à ma droite sur la table. Vous voyez pas la table, vous, parce que c'est de l'audio. Et comme tu aimes le cuir, ça te parle. Bon, Voilà. alors, il est vrai Fred qui est que- donc l'auteur du groupe. Non, Thomas voilà. le producteur, Fred l'auteur. Et l'autre Fred, moi, le L'acteur, comédien. voilà. Et ça va faire certainement Et le maître de plusieurs jeu. Là, il y projets. a de quoi faire un film, hein, quand même. Hein. On va faire un film. De toute façon, je pense que tout à l'heure, on va démarrer. Voilà. Et alors, oui, raconte-nous oui, ça. donc je suis un motard depuis, Voilà. comme toi, 55 ans, donc dans le monde, enfin voilà. Et il y a quelques années, il y a un acteur français qui veut monter un film qui s'appelle Biker et qui est produit par, il y a Harley Davidson qui produit derrière. Super scénar et tout. Et j'arrive au rendez-vous de production et j'arrive avec ma moto qui était, alors je vais citer une marque allemande, même s'ils nous ont battus pendant la deuxième finale de la Coupe du Monde à Séville. Et j'arrive avec une BMW, puis les mecs de Harley regardent ça, ils me disent c'est quoi ça? Bah je dis c'est ma moto. Là. Non, c'est quoi ça? Bah c'est ma moto. Je fais bon, on commence pas le rendez-vous. Ils ont regardé où il y avait un concessionnaire à Harley. Ils ont rappelé en disant voilà, on vous donne 1 heure, vous revenez dans 1 heure. On vous rachète c'est quoi l'Argus de votre merde. Donc 10 000 €, ok, on vous double la somme. Vous revenez avec une Harley, on commence à discuter. Donc j'ai eu ma première Harley comme ça. Je suis revenu. Cette discussion ce soir est sous le signe de l'Amérique quand même. Voilà. On est On très est d'accord. américain, ouais. On est vraiment sous le Moi, signe de là-bas, je suis l'Amérique. américain, hein, Oui, de oui, souche. oui. hein. Harley Brand. Au sud You're d'Amérique. an American. You're American. You're an American. Et en fait, j'ai écrit un film qui n'est jamais sorti, donc j'ai pas fait beaucoup de progrès en écriture, mais on s'accroche. Et qui s'appelait Biker. Par contre, en moto, tu gères. En moto, je gère, ouais. Mais je me suis retrouvé, entre autres, avec Philippe Lelouch, qui est un MC, un motoclub. Et je me suis retrouvé avec des vrais motards. Ah, voilà. C'est-à-dire que C'est moi, pareil. ça faisait longtemps que j'étais à la bécane, mais j'ai compris que, a priori, comme l'écriture, je ne savais pas conduire. Donc, je me suis retrouvé avec une moto volée, parce qu'au départ, il n'y avait pas de Harley dispo, des faux papiers, donc je dis ça dans ce podcast, évidemment, mais à me balader avec 21-30 de personnes, et puis après, je suis resté sur Harley, mais oui, je suis un vrai motard, exactement. Et c'est un peu un kiff quand même, quand tes voisins sont un peu vieux, d'envoyer les gaz et tout pour les réveiller, c'est toujours sympa. Et aujourd'hui, tu veux toujours écrire un scénario là-dessus? Tu veux vraiment Il est le faire? fait, le scénario. Ah, mais tu ne l'as pas vendu, je veux dire. Tu veux le faire, C'est pas moi quoi. qui le produis, j'ai été payé pour le faire. Et, Mais tu es producteur, Fred. Moi, je suis aussi un peu Ah, producteur. c'est ça, je sens. et une bonne histoire, mais pour des tas de raisons qui concernent 90% de la production, c'est-à-dire sur 100 scénarios, il y en a 4 ou 5 qui sont. Celui-là ne s'est pas fait. C'est très classe au niveau du service, Oui. parce que c'est les gens de notre équipe qui nous servent. Voilà. Donc c'est vraiment la main droite au bout de Il la n'y a plus de bouteille. budget, c'est fini? Ah, c'est manicuré. Après, nous, voilà, on démarre, donc faut pas nous juger là-dessus. Si vous êtes un peu inquiet pour des choses que vous entendez, c'est Bon, et vraiment... toi, tu fais de la moto aussi ou pas?
Alors moi, je suis un motard, puisque moi je fais du scooter, donc je suis vraiment le motard. Le motard. Imagine ça, des trucs qui les qu'on les gens te achète en détestent. moto, normalement. Majesty 125, j'ai arrêté. ouais. 92. J'ai arrêté, ouais, parce qu'en fait, au C'est avec début... les deux pots derrière. Non, ce qui m'a déplu, c'est qu'à un moment donné, il y a eu à Paris un truc. C'est-à-dire que comme c'était là, d'ailleurs ça l'est toujours, les embouteillages, etc. Il y a plein de gens qui se sont mis du jour au lendemain au scooter. Et qui ne savent pas conduire. Voilà. Sauf que moi, j'ai toujours eu un scooter depuis toujours. Donc je n'étais pas le mec qui était le dimanche encore avec sa bagnole et qui le lundi prend un scooter et qui roule sur le Tu te périph'. souviens de ton premier scooter? Mon premier scooter, c'était un booster. C'est émouvant ou pas de ça? Que- Moi, je me souviens très bien que- de mon premier scooter et franchement, c'est hyper émouvant. Et moi, c'est mon pote d'enfance qui l'avait acheté à... Moi, je vous parle plus. Hein. On fait ça pour te faire chier, ouais, c'est délibéré. Scooter de Maintenant, merde, là. on sait que tu fais de la Harley. Mon premier scooter était un booster et mon pote d'enfance l'avait acheté en fait un mec qui l'avait... On l'a appris après, hein, Fais bouger les glaçons, ça fait du... parce qu'on était contre au final. Il l'avait acheté en liquide un mec qui l'avait volé à un voleur. C'est incroyable, ça commence comme ça quand même. C'est une femme de la fontaine. Mais du coup, ça redevient un mec avait ça volé... redevient un scooter légitime. Oui, Un oui, mec, troisième vol. Un mec Il a volé revend dans un le circuit, scooter. en fait. Un autre mec a volé au voleur. Et nous, derrière. C'est parfait. Donc est-ce que du coup on est considérés comme des voleurs? Bah non. Je dirais non, puisque moi j'ai fait un doc de droit. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. La transitivité. A égale dit B, oui. B égale C, Putain, tu as A parlé, égale putain, C. t'es À quel relou. moment il faut dire T'imagines qu'on si se les gens drogue à la écoutent tous vie les podcasts? Ouais. Il faut le dire à quel moment. Ça. Après. Après, ok. Non, tu me fais un signal, tu me fais un top et je me lance. Donc, le vol étant la soustraction frauduleuse du bien d'autrui, est-ce qu'on, tu vois, c'est maintenant tout te ramène à ta jeunesse. Mais là, c'est pas du vol, puisque nous, on l'a acheté honnêtement à un voleur qui l'a volé à un voleur. Ça, je l'avais jamais raconté dans les autres podcasts, hein. Ça, il le savait pas. Non. Maintenant, je commence à donner des trucs un peu, tu vois. Ouais, tu lâches les Du dossiers un biscuit, peu. voilà. Ouais, c'est bien. Il y a un ami qui vient de dire bonjour pour, Ouais, pour parce le que là, public. du coup, ouais, les amis, ouais. Il a pas de masque. Fred est beaucoup Si, reconnu c'est un mec, quand même par ses fans. Ouais, c'est vrai Donc, que les gens viennent c'est le saluer. compliqué, moi, pour moi, de sortir, tu vois, de faire Voilà. ça. Non, les fans sont. Et tu vois, sont et regarde actifs. en face, ça prend des photos, et ça me prend. Ouais, Coucou, salut, oui. Même les chiens, moi, me reconnaissent. Ouais, remue-le, Et que- ça, j'en parle très peu parce que, après, tu vois, je veux pas faire. Ça fait le mec qui a le boulard, tu vois, quand tu dis les chiens, les chats me reconnaissent. Après, moi, je parle. Est-ce qu'on pourrait demander à la technique un micro pour nos amis à poil, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent. Mais après, on leur demande, bah, tiens, s'entendre. tu vois, regarde, il a encore dit, super, il m'a fait super, comme ça, avec le pouce, le chien, là. Alors, on n'appelle pas ça un pouce techniquement sur un. Bah oui, ou sur pas, un c'est- bulle terrier, mais enfin, t'as compris quoi. Voilà, Bon, voilà, alors, les voilà, gars, voilà. alors, j'ai noté un autre truc que je voulais vous poser comme question par rapport à l'Aqua Boulevard. Non, mais toi, J'ai noté un toi, truc. En ce moment, tu bosses sur quoi? Sur le bus. Attends, c'est lui qui gratuit interviewe, pour c'est tous. lui l'intervieweur. Ah ouais, mais quand même. Non, c'est vrai. En ce moment, je bosse. Bah là, en ce moment, je tourne une série, justement. Ce qui est assez pas mal, d'ailleurs, pour parler des séries, ce qui est assez agréable en tant que comédien, c'est que tu as. Soit tu as le premier rôle, et là, tu as 70 jours ou 60 jours de tournage d'affilée. Et donc là, tu es dans un. Bah, comme La Menthe, à l'époque, avec Carole Bouquet. Et là, tu es dans un tunnel, qui est génial aussi, parce que. Quel comédien n'est pas content de travailler, tu vois? Dieu Carrément, merci. ouais. Mais ce qui est marrant avec la série, je trouve, comme c'est en train vraiment d'exploser aujourd'hui, la série audio d'ailleurs aussi. Bien sûr. Et Mais moi, j'y viens après. Ouais. Voilà. Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que je trouve que quand tu as un téléfilm, donc pour la télévision ou un film de cinéma, c'est que ça reste assez rapide le tournage. La série, ça 7 ans, ça peut être très long. Et même le petit rôle où tu avais un jour dans un film, peut-être dans une série, c'est 5 jours. Tu vois, il y a un truc Il y a un qui rapport. tout s'étend. Et pour tout le monde, c'est cool. Et ce qui est génial, par exemple, moi l'année dernière, j'ai fait 3 séries en même temps. J'avais une série pour France 2, une série pour TF1 et une pour Canal. Donc je me suis retrouvé entre-temps avec mon petit sac en cuir, ma bagnole, parce que moi je viens avec par mes propres moyens, en Ah, donc PPM. on est le Ouais. scout entre temps. J'ai abandonné le scoot. Ah oui, ça, on a zappé le scoot. Moi j'ai fini avec un scout 4 roues en fait. C'est ça la vanne. Moi j'ai fini avec un 4 roues. Mais c'est que ça existe, Donc, un scout oui, je 4 sais. roues. Non, mais j'ai fini avec ça. Donc, à un moment donné, un 4 roues, c'est ta bagnole, tu vois. Ouais. Donc, j'ai arrêté le scooter parce que c'est trop stressé, en fait. Mais comme tu n'as pas saisi la perche Oui. énorme que j'étais. Vas-y, non, si, je vais le dire. Non, mais... Mais juste, ce que je voulais dire, c'est que sur les séries, ce qui est génial, c'est que tu peux enchaîner déjà, faire plusieurs projets en même temps, selon tes rôles, parce que comme tout s'allonge, d'un coup, il y a plein de perspectives en plus pour les comédiens, où tu peux t'insérer dans des plans de mais travail. avoir le temps de travailler, je trouve ça Mais oui. vraiment, ouais, Ça, absolument. c'est excellent. Donc, en fait, Tu développer des personnages sur une durée, quoi. C'est même Ouais. en temps Alors après, ça marche parce parce que- d'incarner, Parce que, oui, mais ça marche quand c'est, je trouve, dans le même genre. C'est-à-dire que là, quand ça reste dans la comédie ou dans la dramédie, ça va. Si tu fais un truc dramatique, je pense que tu peux pas mélanger les choses. Et encore si. Après, les gens très bons, ils peuvent le faire.
peuvent passer du rire aux larmes. Mais c'est super kiffant en tout cas de faire plein de choses en même temps. Ah non, mais t'as vraiment l'impression d'être l'artisan. Moi j'étais avec mon petit sac, ma bagnole. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah oui c'est ça, salut les gars, ça va? J'ai même fait un aller-retour en Guadeloupe pour tourner Platane avec Eric Judor. Classe. Et donc c'était super. Sur 5 mois, j'ai le temps d'être dans 3 séries. Mais c'est le rêve pour un comédien. Bah, ça fait des durées. Nous, on commence le tournage là en octobre d'une série qu'on va tourner en Italie, à Gênes et Naples, parce qu'on n'a pas du tout peur du Covid. Vous avez raison. On touche du bois. Et avec 3 comédiennes françaises que je peux pas encore nommer parce qu'elles vont être annoncées là, à l'automne, enfin en septembre juste avant. Donc machin et machin. Et donc on est très contents d'avoir avec nous. Gisèle, Karine et Sophie. Vraiment des merdiennes. Et le truc c'est qu'on tourne de mi-octobre jusqu'à mi-avril. Donc mais oui, mais moi c'est ça. Tu vois non mais c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, qu'il y a un vrai renouveau dans le métier. Où ça offre des perspectives de dingue en fait. Et que t'as tellement, pour tout le monde, les techniciens, les comédiens, les scénaristes, les producteurs, donc il y a plus de choses en fait. Ah bah surtout que nous on a eu la possibilité de chercher des comédiennes qu'on rêve, enfin tu vois on n'a même pas pu rêver d'aller, mais oui. Comme le plan de travail était fait d'une certaine manière, ça les empêchait pas de faire un film avec machin à tel endroit, voilà. Et puis elles venaient, on cale les jours. C'est ça que je trouve ouf, et avant tu n'avais jamais ça. Ça coûte juste cher en antidépresseur pour le premier assistant qui est en charge du plan de travail. Ah oui. Parce que ça vient vrai d'ailleurs. Non mais rendons hommage au technicien ici. Au premier assistant ou la première assistante, parce que c'est un truc de ouf. C'est un métier très très dur. C'est-à-dire le plan de travail qui change tout le temps. Dans mon premier film, un premier assistant ukrainien. Je vous le conseille. C'est une expérience absolument incroyable. Je pense qu'après, il faut aller vers l'albanais, mais quand ça parle pas ta langue, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des possibilités pour tout le monde qui sont complètement ouvertes dans ce métier qu'il n'y avait pas encore il y a 5 ans, en fait. Oui, bien sûr. Dans l'écriture, c'est un truc qu'on a depuis longtemps. C'est-à-dire que quand ça marche plus ou moins, tu es obligé de travailler sur plusieurs choses en même temps, parce que il y a tellement de délais de production qui se font que si tu travailles uniquement sur un film, une seule série, un bouquin ou un projet, c'est tellement dépendant de la fabrication qui n'est pas toi. Toi, tu inventes le truc, mais la fabrication réelle, c'est le producteur qui la gère. Tu es obligé de travailler sur des univers différents en même temps. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait que tu peux jamais quitter ce métier d'auteur. Parce que un lundi, tu bosses sur une tragédie, le mardi sur un film fantastique, le mercredi sur un dessin animé, tu travailles sur le roman et tout derrière. Voilà. Et en fait, alors que ça fait peur à quelques producteurs, ça te fait gagner un temps fou. Parce que ça te donne un recul en 2 jours sur ce que tu faisais. Si tu étais complètement plongé dans ton écriture pour le même sujet, il te faudrait 2-3 semaines pour en sortir et revenir. Alors que nous, le fait d'alterner sur des tas de choses, ça donne une fraîcheur d'esprit qui est géniale. C'est drôle parce que du coup, Fred l'auteur dit avec d'autres mots ce que Fred l'acteur disait tout à l'heure, c'est effectivement le côté que tu peux passer de l'un à l'autre et que non seulement c'est pas du tout schizo, c'est pas du tout contraire au fait de faire bien, c'est même quasiment nourrissant. Ouais, c'est une nouvelle émulation en fait. Comment ils font les acteurs qui sont sur un plateau de cinéma, sur une scène de théâtre le soir? Et qui jouent au théâtre le soir, bien sûr. Moi, c'est ce que je faisais, par exemple, quand je faisais La Menthe, je jouais mon spectacle le soir et c'était kiffant. Et j'arrivais 5 minutes avant avec mon scooter. Et c'était ouf. Moi, j'aime bien cette idée qui est dans un film qui s'appelle Limitless, tu sais, avec. J'adore. Et c'est cette idée qu'on nous serine toujours, mais qui est quand même pas très concrète pour nous, qu'on utilise, je sais plus combien, 20 ou 30% des capacités de notre cerveau. Et j'y crois vachement. Ah oui, mais c'est vrai. 2%. Ouais, let's go. Alors, je peux placer un produit, j'ai essayé les Dolce, la dernière famille des magiciens au monde, qui travaille sur les cerveaux. Ça, c'est fait. Allez, vas-y. J'avais lu les bouquins à l'époque. Merci. Non, mais 2%, ouais. Mais 2%. Et donc, c'est vrai que j'aime bien toujours cette idée, effectivement, qu'on est toujours en train de geindre. Ah, je suis fatigué, je crois que je suis en burn-out, etc. En fait, si tu pousses un certain nombre de boutons et juste que tu as du plaisir, tu peux faire 2000 fois plus, 20 000 fois plus, en fait. Et bon, après, il y a une limite qui est celle de l'épuisement, etc. Mais au-delà de ça, du temps. Mais donc, on reste des animaux très limités, finalement. Mais sur le jeu, sur le fait de passer d'un sujet à un autre, etc. Bien sûr. Oui, tu peux être en train de faire 1000 trucs en même temps. Mais moi, j'ai une question. Faire un virement, passer un coup de fil. Moi, j'avais une question tout à l'heure et je l'ai gardée. J'ai eu la chance de travailler avec toi il y a peu de temps sur une série podcast qui s'appelle Azur. Sur une série audio, donc. Et où je t'ai vu jouer un rôle inhabituel. Alors, en tout cas pour moi, dans ce que je t'ai vu, et j'ai adoré d'ailleurs, avec la chance de te diriger un peu. Et moi, je voulais savoir aujourd'hui, en tant que comédien, qu'est-ce que tu as envie de faire, vraiment? En dehors de ce qu'on te propose, où est-ce que tu as envie d'aller? Justement, ce qui me plaît, c'est les nouvelles... c'est plein de choses. C'est-à-dire que c'est dans la comédie, je pense qu'il y a plein de choses à faire
que j'ai évidemment pas faites parce que de toute façon, toute ta vie, dans le métier de comédien, t'apprends, je pense. Et avec les autres, que ce soit scénariste, réalisateur, producteur, T'es meilleur le ou lendemain que comédien. la veille, toujours, Voilà. ouais. Donc avec tous les gens qui font partie de ce métier, tu apprends tous les jours. Mais après, c'est vrai que moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est de faire plein de choses différentes. C'est-à-dire d'être dans l'audio. Aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Et on fait... enfin, c'est un vrai renouveau. Ah mais moi quoi. je fais ça. En tant qu'auteur, c'est passionnant. Et en plus, tu imagines que là, tu te dis, on fait une série audio, tu joues un personnage, on est plusieurs, comme un film, un téléfilm. Là, c'est une série, plusieurs épisodes, et demain, peut-être que ça deviendra en vidéo. Oui, le chemin il Donc change. c'est génial, mais- parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la série audio fait que demain, c'est le pilote de Mais- peut-être un truc qu'on peut vendre Ah, mais pour j'ai oublié Netflix, pour la télé. Mais tu sais que la nouvelle série du créateur C'est de Mr. formidable. Robot, Ouais, avec Julia Roberts, c'est l'adaptation d'un podcast. ben voilà. Donc la boucle se boucle, où maintenant tu peux adapter des podcasts et faire des séries avec Julia Roberts pour HBO. Mais c'est génial, le producteur il entend, t'as l'impact, en tant qu'auteur, t'as que le son. Ouais. T'es obligé, c'est une écriture qui est assez géniale Ouais, parce ouais, que c'est ça, ouais. tu n'as pas le support de l'image derrière, donc t'as que la sensation. Donc tu travailles autrement tes dialogues et ton narratif. Mais pour le producteur, c'est génial. Si tu arrives à générer déjà de l'émotion avec ça, mais si après tu peux entamer une dimension supérieure avec l'image, c'est il y a une sorte de garantie que t'as pas sur un dossier où tu vas plus au feeling. Là, on est en train déjà de te mâcher le truc en disant. Sur un test grandeur réelle. Ouais, c'est sur un plateau, ouais. et- ouais. Ouais, carrément. Et ce qui est rigolo, c'est que tu commences à avoir des messages de gens qui disent « Ah bah tiens, j'ai écouté sur la route tel truc. » Parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, là, voilà une bonne utilisation du téléphone portable. C'est que ton téléphone, eh ben, tu peux écouter, il se connecte à ta bagnole, n'importe quelle voiture, que tu es la plus petite ou la plus grosse. Il y a le CarPlay. Ça se connecte, c'est super simple. Et donc, tu écoutes des choses en audio. Tu peux écouter évidemment toujours la radio, qui est génial. Moi, je viens de la radio. Mais tu as aussi tous ces podcasts, toutes ces séries. Donc tu te cultives beaucoup plus qu'avant. En tout cas, l'accès il est encore plus énorme si on prend le côté positif. L'accès à la culture et au divertissement, c'est grandiose. Et moi, C'est ce qui énorme. me plaît, c'est de pouvoir passer de comédien à réalisateur, à auteur, j'ai fait un peu, mais en tout cas, producteur aussi. Le côté, enfin, j'ai pas de... Et faire des voix, je trouve ça extraordinaire. Faire des voix de la pub, j'en fais aussi d'ailleurs. Et tout quoi. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est de faire des choses complètement différentes. Moi, je l'ai C'est jamais la entendu, même chose. Je l'ai entendu insulter, faire 10 insultes dans la seconde, il le fait super bien. C'est de changer de registre et du coup, tu t'ennuies jamais. Bien sûr. C'est vachement pratique de parler en mangeant, je sais pas si, non? Ben ouais, enfin, sauf on nous a appris toute notre enfance qu'il fallait pas parler en mangeant, etc. Et là, on va contre tous nos principes d'éducation. Ouais. Mais on passe quand même une belle soirée. Ouais. Bah ouais, c'est cool. On passe une très belle soirée, très bien reçue dans cet établissement. Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, du coup, en dehors de votre travail? Parce que là, on parle à que des passionnés. Il y a un producteur, un auteur, un comédien. Ouais. On est tous passionnés. Il y a un petit côté un Mais qu'est-ce peu qu'on aime en maniaque. dehors? C'est marrant. Bah, c'est le moment de le dire, on est des drogués à la vie ou pas? On se regarde la vie, non? Bah ouais, complètement. Donc boire du rosé avec des copains. Moi, un concert tous les 20 ans, j'aime bien. Moi, je suis, enfin, dans le côté équipe. Bien Moi, sûr. j'ai joué au foot Bien pendant sûr. longtemps. J'ai eu une carrière, après, vous regarderez sur Internet. Bah, moi j'ai des cartes Panini de toi. Ah ouais, tu Non. les as, toi? Ah bah on Ah, n'est c'est pas dingue, nombreux. parce que personne ne les trouvait. Je dis à l'équipe, mais les ai toutes j'ai quand même les Panini quand je joue au foot. Non, mais Fred, t'as pas fait de carrière. Ah bon? Bah, attends, vous êtes con, quoi. Ouais, parce que j'ai des batailles avec les cartes Panini. Ça me rassure que tu dis L'odeur ça des parce cartes que, Panini. putain, après les gens vont pas te croire, ils disent, putain, mais c'est vrai, parce que Fred Testo, ça me dit quelque chose, c'était un footballeur, un grand footballeur. Mais d'ailleurs, on t'appelait Fred. Oui, Fredo. Ouais. Fredo. Bah, l'Alliance But Olympique de Fredo! l'Alliance Olympique de Dunkerque, c'est ça? Enfin, plus dans le sud. Ah, Au sud Ah. de Dunkerque. Non, mais c'est vrai que c'est après. Non, mais parce que c'est important. Je dis ça en déconnant, mais en vrai, la vraie question, c'est comment on s'accomplit dans la vie. Chacun s'accomplit comme il veut. On n'est pas là pour donner des conseils, mais c'est juste que On n'est pas là pour juger. on n'est pas là pour juger. Nous, on dit ce qu'on pense. Tu peux faire plus de bruit, Fred? Voilà, c'est bon, ça. Il y a un petit bruitage parce que c'est quand même de l'audio, donc c'est important. C'est quand même rendre hommage aux gens du son. Hein, C'est aux la gens première du fois que je off. vois l'ingé-son sauter tout seul. Ouais. Donc il est fort en moto, Ouais, il est ouais, fort ouais. en son. Oui, vas-y, J'ai rajoute souvent des des problèmes avec les gens du son, moi, parce que, bon, là, je l'ai pas fait parce qu'il y a du monde, mais j'ai des problèmes de violence. J'ai Oui, besoin tu de es crier. heureux de très J'ai besoin fort. de crier. Et souvent, sur les tournages, putain, à chaque fois, ah putain, Fred, merde!
Les mecs enlèvent leur casse Alors, très vite. Excuse-moi, mais la démocratie est un établissement Donc, chic. Il y a beaucoup d'Américains. Voilà, beaucoup Qui d'Américains. ont beaucoup de mal avec les états Très de loi. Fais américains. attention. Donc, Il je y a le ferai beaucoup passer. d'American. En tout cas, chacun est différent. Mais moi, j'aime bien. Je ne suis pas à la table pour être le. Même s'appelle Fred en mode avion. C'est très très prétentieux, très ouais, personnel. je voulais Mais t'en parler. c'est parce que c'était le prétexte pour se d'accord, rencontrer. oui, d'accord. Mais moi, C'est le collectif, comme dirait Voilà, les c'est le Jacquet, quoi. collectif. C'est le collectif. Exactement. J'ai pas. Je veux dire, si quelqu'un dans une table, t'es à un dîner, un déjeuner, n'importe où à la plage. Jeu, Thomas. Non mais t'es là et qu'il y a quelqu'un qui te fait marrer, moi je me marre. Je me dis pas, je rentre pas chez moi. Putain, en disant ah putain, c'est chier. Pourquoi je l'ai pas fait marrer les gens? Non, je m'en bats les couilles quoi. Je veux juste avoir été là quoi en fait. Et j'ai été là avec les gens, je les écoute et je participe au truc. Mais juste Et c'est d'ailleurs profitez-moi l'idée de ce d'en faire podcast. vrai, quoi, Non mais profitez c'est du ça, moment. Et moi, c'est d'être là. pour partager des expériences pour le coup de Young Padawan quand j'étais assistant sur des films, etc. Effectivement, il y avait ce que j'appelle un peu des monstres sacrés. Enfin, en tous les cas, Ouais. à l'époque, genre, je sais pas, Benoît Poulvord, tu vois, Ouais. des gens comme ça qui sur un plateau, sur un cocktail, un dîner, un machin, sont à 2000% dans une puissance comique où effectivement personne ne peut exister à côté, mais parce que tout le monde a mal au ventre tellement tu ris, etc. Voilà. Mais t'as raison. C'est bien Mais que tu dis. c'est très puissant. C'est pas méga c'est quelque chose que j'ai vécu, etc. C'est pas méga partageur, mais voilà. Donc c'est un truc effectivement. Non mais t'as c'est- raison. Moi j'ai tourné avec lui et je trouve que c'est un des mecs les plus drôles que j'ai jamais Ah, rencontré de ma vie. Et surtout, et je me dis, c'est presque vertigineux. C'est-à-dire que, quel que soit le contexte, on était dans la voiture en allant sur le Ouais, je suis plateau, d'accord. on prend un verre dans un bistrot sans queue ni Et tête, tu aurais etc. sa mère pour faire une vanne. Hein. Et il est tout le temps. Et j'ai eu des expériences comme ça avec Édouard Baird, etc. Et s'ils Voilà, écoutent, enfin, s'ils écoutent Poulvord, le blog, Edouard Baird, excuse-moi, mais tu parles des s'ils gens écoutent pour moi le- qui sont des. S'ils écoutent le mais à un podcast, niveau. ils se souviennent évidemment pas de moi. Je suis pas en train de dire que j'ai travaillé avec ces gens-là au point qu'ils se souviennent de moi. Et moi, j'avais Non, la chance d'être bah, juste, tu l'as dans vécu. la bagnole, ou dans Moi, le j'ai- bar, ou dans le cocktail, Moi, ou je le les machin, connais. ou à la table. Et on était, je peux en témoigner, 8, 9, 12 personnes à se faire des abdos tellement on riait et on pleurait de rire. Ah bah, moi, franchement, En tu parles de là, puissance c'est des commune, idoles hein, pour moi. C'est des Et j'ai eu idoles. la chance de fréquenter les deux et de faire un film avec Benoît Poulvord. Et Poulvord, même fatigué, là où le mec Ça il est n'arrête généreux, jamais. Ça n'arrête même jamais. fatigué, et moi je le lançais sur des trucs pour que. C'est fabuleux. Parce qu'il est tellement fort. Et ben il y allait. Il était fatigué, mais il te renvoie la balle et il te tue de rire. Mais dans des Tu sais, ambiances. pour moi, et c'est il comme, fait rire des c'est gens. comme les musiciens de studio qui font des trucs encore mieux avant la prise que pendant la prise. Ouais, mais c'est tout Et pour c'est- le rire en fait. Voilà. Parce Tout que tu pour, dis, c'est presque passer un dommage à un moment. moment donné que la caméra tourne. Parce que ça fait 2 heures qu'en fait, il est en train de nous donner Ah ouais. du caviar, du champagne. Enfin, il nous donne de l'or de rire. Et on n'a pas payé notre place. On est juste là autour à avoir le droit de savourer. de savourer On est d'être là. à côté. Et les caméras tournent pas. Il y a aucune trace de ça. Comme disait Roland Barthes, la plus déchirante des fêtes. En parlant, c'est un peu snob, mais c'est juste une référence où il dit que le spectacle vivant, le théâtre, c'est la plus déchirante des fêtes parce que ça a eu lieu et ça n'aura plus jamais lieu. Mais tu sais, Et on c'est- parlait du téléphone. et tout à c'est l'heure. hyper Alors, bon. voir les choses plutôt que d'aller Benoît filmer. Poulvord, tu me dis tiens, qu'est-ce que tu veux faire Fred demain? Tiens, voilà, tu m'as posé la question? Bah, je veux faire un film avec Benoît Poulvord, Edouard Baird, Jonathan Cohen, Fred Testo et Jonathan Lambert. Ah bah ouais, dans le genre. Ça y dans est, le genre. c'est dit, je l'ai dit. Maintenant, les gens qui écoutent ou pas. Bah, écoute, Voilà. voilà. Thomas, tu vas Moi, produire. alors moi, je. Voilà ce que Attends, je veux faire. Je vais y réfléchir Demain. parce que franchement. Non, c'est un très Voilà beau mon casting. casting, c'est celui-là. On va dealer sur un coin de table. Écoute, moi, Coco Jet, let's go. Ouais. Non, mais c'est vrai que typiquement Jonathan Cohen dans la plus jeune génération aussi, belle puissance comique. Comme Jonathan Lambert qui est d'une culture hallucinante Ah, il est- et en même temps il peut te faire Damien Baiser attacher une corde bah, il- chez Ruquier à l'époque. Enfin c'est fou quoi, tout ce qu'il donne. Mais moi, je suis hyper impressionné par ces gens qui ridiculisent le ridicule. Je trouve ça vraiment puissant, quoi, d'arriver à dépasser l'image. Je suis pas capable de Je ça. peux rajouter aussi Ramsey, Voilà quelqu'un que je connais pas du tout, que j'ai jamais croisé. exceptionnel. Et je comme n'ai personne. jamais entendu que des bonnes choses sur lui. Et puis pareil, un truc d'acteur de tout quoi, tout. Ouais, moi, je l'ai vu dans des drames, autant Ouais, que dans des grosses comédies. Mais c'est là après où justement le métier de producteur il est intéressant, c'est comment tu arrives à réunir des gens auxquels toi tu crois et que tu vois là tu me poses la question parce qu'en fait est-ce qu'on pose la question aux gens avec qui toi tu voudrais faire un Vous truc que tu travaillez, jamais fait, ce que ouais. tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça qui est génial. Ben moi j'aimerais, tu vois. Donc après il faut que nous on devienne producteurs pour le faire aussi. moi c'est juste ma seule raison
de vouloir Ou devenir travailler avec des producteur. producteurs qui te Ou posent la travailler avec question. des producteurs qui t'amènent des trucs. Mais c'est qu'on est dans aujourd'hui où, Ah, mais je suis dans un d'accord. moment où Je suis d'accord. c'est possible, et ben pourquoi on rassemblerait pas ces bandes? Et c'est ce que font d'ailleurs très bien depuis un moment de Lépine et Carverne. Ouais, ils vont chercher. Eux, ils arrivent des dans bandes. chaque film, Putain. ils montent leur film, ils Mettre, font des bandes. Poulvord et Du Pontel. Dupontel, c'est quand même Voilà, le binôme dingue. Le binôme dingue. Depardieu et Dans Mammouth. non dans Thalasso. Ah oui, t'as la Houellebecq. Et Houellebecq. Non, mais ils sont trop forts. Tu vois, ça, et eux, ils arrivent à faire ça. C'est-à-dire que, bah, tiens, j'aime machin, bah, je vais appeler machin, Oui, machin. c'est- Et on va faire le film. Et ils font le film. Oui, mais t'as la plus grande liberté d'écriture et d'image qu'il y a en France aujourd'hui, Ouais, c'est mais moi, eux, tu vois. moi, pour le Oui, coup, mais c'est une volonté à la base. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui disent, voilà, non, il faut que je prenne qui? Ah, machin. Ok. Et après qui? Le machin. Ok, bon, on va faire ça. Et donc, tu fais ça. Heureusement qu'il y a plein de producteurs qui disent, non, moi, je vais faire avec machin et machin. Et on fait parce ça. qu'en fait, ce qui est génial, c'est que justement, ces types-là, parce qu'à la base, les gros landais, etc., c'est quand même des gros punks. Et de l'Épine Caverne, c'est Oui, des c'est gros des gros punks. punks, ouais. Et en même temps, justement, parce que, par ailleurs, ils sont sérieux et qu'ils font le job et que les films tiennent la route et qu'en plus ils marchent, etc., le succès de Mammouth et tout ça. Ah ouais, c'est ouf. Et moi, je me souviens, je sais plus quel film c'était, mais comment il s'appelait justement le film avec Dupontel et No Future Je me souviens que le scénario, il s'appelait La Route des Vins. Douce Ouais. France, j'ai oublié le titre, mais bref. Et c'était une des soirées cannoises les plus hallucinantes que j'ai vues, où après la projection cannoise, il y avait un concert des Vampas à la plage web. Donc t'avais Didier Vampas, qui est un de mes dieux vivants, qui était sur scène, etc., à envoyer le bois. Et Jean Dujardin, qui arrive hyper chic, mais vraiment costume à Jean Dujardin à Cannes, tu vois, veste costard, etc. Et sur scène, t'as De Lépine et Kerverne qui sont dans leur vrai De Lépine Kerverne et qui sont comme ça sur scène avec des grosses pintes, mais des très grosses pintes. Et Jean Dujardin qui ouvre un bouton, puis tombe la veste, puis prend des pintes, etc. Et pogote sur scène avec Ouais. Vampas, De Lépine Kerverne, etc. Et là, tu te dis, c'est génial parce que t'as l'aristocratie du cinéma français qui mixe avec eux, etc. Et finalement, c'est une seule et même personne, c'est un seul et même oui. univers parce que Parce qu'en fait, on vient du Dujardin, même il a truc. ça en lui. Bah oui, il y a etc. complètement ça. Ouais. Et T'as il y a raison, ce ouais. côté à la fois très, on est français, on monte les marches à Cannes, tapis rouge, attention, smoking de chez François Malto. Et en même temps, on se vide des pintes sur la tête et on pogote parce avec qu'en Didier fait, Vampas. Voilà. En fait, tout le monde. Qui est quand même, qui travaille à la SNCF ou à la Poste. Enfin, Didier c'est Vampas, ouf. ce qui est fabuleux, Ouais, c'est c'est que le ouf. mec, il bosse à la Poste, je crois, enfin, Ouais, il y a un ou à truc la comme ça, SNCF. ouais. Et c'est extraordinaire. Et pour moi, la France, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, je sais pas pourquoi je dérive sur la France, mais c'est une grande déclaration d'amour. La parce France qu'elle dit- propre. Tu repars pas au Québec, non, c'est bon? Non, c'est une bouteille. Ah, pardon. Ouais, vous aimez pas le chocolat vanille, les magnums, enfin la marque, on n'a pas le droit de citer de Ah, on n'a marque pas le peut-être droit, pour les magnums. C'est pour compenser? Non, mais c'est une aussi, marque hein. de glace, voilà, bon, Merci on peut pas le beaucoup. dire. Merci. Donc, tu redémarres. Nous, on tout à attend, zéro. là, quand même, si tu veux. Donc, Thomas, vas-y. Tout va bien. Non, reprends Thomas. Après, je vous parlerai de mes coups de cœur. Et il y aura évidemment, Donc comme on vous a le savez Séverine Ferrer. maintenant. En fait, je pensais faire un dîner avec Fred Testo, c'est avec Séverine Ferrer. Non, Super. je vous parlerai de mes coups de cœur, évidemment, et après, il y aura l'horoscope de Jean-Michel. Je viens de passer ma main sur le micro pour faire un Comme scratch. toutes Je les sais pas semaine. si ça a Vous marché. savez que le podcast a beaucoup évolué, Salut, que nous, mes on veut petits vraiment des clous. rendez-vous. Donc voilà, il y aura Le sur les coups de l'horoscope cœur. et mes Et coups de merde. cœur et D'accord. mes coups de blues. Voilà. Bah, d'accord. Oui, non, Évidemment, pas- à la fin du podcast, je vous donnerai mes conseils beauté. Au tout début de l'émission, on parlait cinéma. Et pendant toute l'émission, j'ai passé le temps à me rappeler une anecdote que j'avais au début de l'émission, avait à que j'ai voir avec le maintenant Néo. et qui n'a plus rien Rien à à voir. voir. Bah oui, c'est Je peux même plus le placer maintenant. On va la Non, ça remplacer. n'a plus aucun intérêt. Non, par rapport à quoi? on parlait de savourer tout à l'heure les moments et tout ça. On parlait des bons moments qu'on a vus ou quoi que ce soit. Et je sais pas, bon, je pense que vous avez tous vu ce film de Gondry qui s'appelle, le titre imprononçable qui est Eternal Sunshine of a Spotless Ben oui, Mind. bien sûr. Bon, voilà. Bien sûr. Et à un moment, quand t'as Jim Carrey Kate Winslet. et tout ça qui se retrouvent et qui savent qu'ils n'ont plus que 10 secondes à vivre et qui demandent mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et lui dit, il la regarde et il fait, on savoure. Putain, c'est pas la plus belle. savoure. Ouais. Et il en reste 10 secondes à vivre. Putain, c'est pas la plus belle réplique du cinéma. Sans C'est bien que tu déconner. dises ça parce que C'est j'étais pour sur monter- Internet. C'est pour monter le niveau, je trouve. Oui, que parce c'est- qu'on. Non, mais Non, c'est important. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut s'accomplir. Moi, je suis à une table où il y a des gens qui sont drôles. Je suis très content d'avoir été à cette table. Ouais, c'est pas le cas, donc si tu veux, donc. Ouais, là, c'est pas le cas ce soir. Moi, ce soir, j'ai passé une soirée de merde, mais on n'est pas dans. Bon, alors le gros coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur. Moi, je me suis repassé la série The Night Of. Alors avec que je John n'ai pas vu. Turturro. Ouais, alors que je n'ai pas vu. oui. Une merveille d'images,
d'histoire et une seule saison. Gros clin d'œil à Fred Testo pour Casa de Papel, mais il n'y aura pas de saison 2, donc merveilleux, j'adore. Et qui se passe à New York et qui est sorti en 2016-2017. Et j'avais demandé à l'époque à Thierry Arbogast, qui était le chef-op du film que j'ai réalisé, toutes mes références lumière, c'était cette série-là. Et je l'ai revue donc au bout de 3 ans, cet été, il y a quelques semaines, et je me suis régalé. Si tu l'as pas vu, regarde. Non. C'est quoi? John Turturro. Je vais rien spoiler, mais c'est C'est une série de HBO, genre? C'est une série de HBO, exactement. Et Je suis pas sur quoi? Bah, c'est sur OCS. Si c'est HBO, OCS. tu peux. ouais, je crois qu'elle passe sur OCS en ce moment, effectivement. Et Comment elle s'appelle? The Night Of, avec entre autres John Turturro. Et qui est une vraie star, parce que moi, je m'avoue, très groupie. Hein. Très sauce dans grave. Ah ouais, dans le Big Lebowski. Lebowski, ouais. Et parce que pour le coup, moi j'étais, attention, petit name dropping, au Festival de Rome il y a 1 an, etc. Et dans une petite trattoria du Trastevere, j'ai bouffé, et la table à côté, t'avais l'acteur dont le nom m'échappe, qui est dans Vinyl, la série de Scorsese sur l'histoire du disque, dont le nom m'échappe, avec 2 comédiennes connues et John Turturro. Et honnêtement... C'est bien de faire un podcast avec des mecs qui ont 50 ans, parce qu'on se rappelle plus les noms. Non, mais ce qui est marrant, c'est ça. C'est que donc tu nous parles de la série. J'allume mon téléphone. Donc je sors du mode avion. Ouais, bien sûr. Ouais, je voulais t'en parler. Sur MyCanal, On va bim, continuer et là je me à mets. 2 parce que tu vas te mater une petite série. Non, là je me mets en favori, je le mets dans ma playlist. Alors, je l'ai pas vu sur la même plateforme. Non mais parce on parlait pas de ça avant. Les gens te disaient ah oui t'as vu ça, ouais. Et c'est fini, fin du déjeuner. Au revoir, merci. Chacun retourne à son boulot. Là, tu viens de me dire un truc, même si on parle de ça, mais je te parle dans la vie de tous les jours, les gens qui sont dans le métro, les gens qui sont à leur boulot. Bah tiens, regarde ça. Moi, j'ai l'appli. Donc, t'as Netflix, Amazon, Apple, MyCanal. Là, c'est sur OCS. Et bim, je mets dans ma truc, je suis en favori et c'est fini. Bram. Maintenant, je l'ai dans ma playlist. Tu vas pas l'arrêter. Mais tu sais que moi, ce qui m'arrive, c'est avec les articles sur Facebook. Je suis tout le temps en train d'ouvrir, de forwarder, etc. Oui. Et du coup, dans la fenêtre Safari, j'ai 48 onglets ouverts d'articles que je me suis dit putain je vais lire et que je lis jamais. Mais après j'ai une liste d'épiceries de séries à voir. Moi je termine là-dessus, c'est une des histoires où t'es jaloux de pas l'avoir écrit, tu vois. Tu te dis putain merde. Et ben moi sur la même plateforme, c'est-à-dire OCS diffusant les séries HBO, j'ai découvert Perry Mason avec l'acteur de The Americans et la technique me dit qu'elle est d'accord. Et c'est vrai que c'est vraiment c'est la jeunesse du Perry Mason, c'est l'homme de fer qu'on a connu quand on était gamin. Et donc c'est une espèce de prequel avec l'acteur de The Americans dont le nom m'échappe. Et qu'est-ce que c'est bien, mais formellement, en termes d'intrigue, etc. C'est du bon. J'encourage à... Sinon en bouquin, je conseille, je fais un petit clin d'œil à Corinne Minéchon qui est une productrice. Voilà. Que j'embrasse. Voilà, exactement. Que je l'aime aussi. Voilà. Et qui m'a fait découvrir un bouquin génial sur un scénariste absolument fabuleux qui s'appelle Steven Tesich, qui a entre autres écrit... Carou. Oui, c'est Carou. Bien sûr. Malheureusement, cet homme est mort il y a 10 ans, mais le bouquin a été traduit en français il y a quelques années à peine. C'est un bouquin qui est hilarant sur un scénariste new-yorkais qu'il a été et qui raconte tout le monde du cinéma américain à l'époque et où toute l'histoire table sur un producteur qui lui donne un paquet de pognon immense pour abîmer un scénario. Et c'est toute l'histoire de... Abîmer un scénario. Ah oui, c'est une histoire vraie ou c'est un mensonge? C'est une histoire vraie, mais Comment il racontée... s'appelle? Je peux le noter. Caro, K-A-R-2-O. Et l'auteur est mort malgré tout il y a 10 ans. On oublie les 20 dernières pages qui sont un petit peu délirantes, mais... C'est le nom du producteur? C'est le nom du film. Carou, c'est le nom du bouquin. C'est le nom du bouquin. Et c'est, entre autres, le scénariste de, si je me souviens bien, Le Monde selon Gars. Mais voilà, un bijou. Et c'est un des très 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 grands scénaristes américains qui est mort il y a 10 ans. Et le bouquin, c'est une merveille. Il y a des phrases, je tente de me dire, comment je vais l'appliquer, celle-là, comment je vais la remettre dans un scénario, comment je peux changer de mots pour faire croire que c'est moi qui ai pensé. Vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des poèmes pour les filles. Je piquais les morceaux des chansons et je faisais parce que je trouvais que c'était bien écrit. Mais là, tu lis le bouquin et tu dis, bon, je vais me remettre au travail parce que je suis pas si bon que ça. Mais vraiment, je l'ai relu aussi par plaisir, voilà. Et donc aujourd'hui, quelles sont, Fred, tu me posais la question, mais quelles sont tes perspectives? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, voilà. D'abord je fais ce que j'ai envie. Et ça, voilà. C'est un luxe incroyable. J'ai des rencontres, il y a quelques années, j'ai rencontré Corinne, Florence,
Là, je travaille avec Benny, Majid, enfin des gens, Roy, des gens vraiment merveilleux. Et j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Donc je prépare 2 films, un qui s'appelle Sam, qui est un drame avec Didier Bourdon, Michel Villermoz, qui est une sorte de Ciao Pantin moderne. Et une comédie dans laquelle tu n'es pas innocent, Fred, qui est une comédie que j'avais écrite en anglais à l'époque quand je travaillais aux États-Unis, qui s'appelait One to Weekend et qui s'appelle Mon Weekend maintenant. Voilà, que j'espère monter dans pas longtemps. J'ai écrit une série qui s'appelle Times Square, que je sortirai en livre également, et puis une série podcast, voilà, qui va être produite par nos amis d'Angle. Voilà. Et Times Square, ça se tourne à Times Square? Non, Times Square, C'est un Maubeuge. Et c'est Non. tout à Maubeuge. En fait. ouais. C'est intégralement tourné à Non, Maubeuge. non, Maubeuge, c'est dans la banlieue de Maubeuge. D'accord. Tu vois. Non, Times Square, c'est l'histoire de l'université du temps. C'est une université, c'est un mythe urbain. Quand tu sors des grandes écoles et que tu viens d'avoir ton baccalauréat, tu peux choisir, si tu as des très bonnes notes, à peu près les écoles que tu veux. Et il y a une seule université dans le monde que tu ne peux pas choisir et qui te choisit toi. Ça s'appelle le Times Square. Et donc Times Square, en 3 ans, tu vas passer la maîtrise du temps, un Master of Time. Et au bout de 3 ans, tu maîtrises le temps. Et cette université est à bord d'un train depuis les années 80, depuis l'explosion des satellites pour ne pas être opérable. Voilà ce qu'est Times Square. Bon allez, je vous laisse les mecs parce que c'est Génial. Oui, t'as du taf là. Fred, ne pars pas, parce que d'ailleurs, on a envie de savoir la suite de tout ça. On a envie d'ailleurs même d'être dans l'histoire. On a envie d'être partie prenante de ton scénario. Donc ça, ce sera à toi de nous faire des propositions. Le lundi prochain, voilà, Exactement. par le financière, hein, parce que tout n'est que finance au final. On est là à faire des trucs un peu sympas et tout, mais au final, c'est que l'argent qui nous anime, les gars. Bah oui, c'est vrai, mais que là pour l'oseille. Non, par contre, on va tous se citer une petite citation. C'est intéressant de se citer une citation. On se finit par une citation de citation. Je cite ma citation. Moi, je peux en dire une maintenant. Est-ce que quelqu'un à cette table, pour conclure ce débat, en mode avion, a une citation T'en as pas, hein, toi. Tu vas réfléchir, on va t'en donner une. Il y a une équipe de 30 personnes qui va te faire une proposition. Là, je suis en galère. Ça Fred, t'en as une, toi? Le rosé est officiellement l'ennemi de la citation. Le rosé est officiellement l'ennemi de la citation. Bah, voilà, Je vais en faire une. Mais c'est une citation, ça. Vas-y, redis-le. C'est presque un Alexandrin. Vas-y. Alors, attends, on va compter les pieds. Attention. Thomas, une citation, vas-y. Le rosé est officiellement... Ah merde. Les enfants qui grattent derrière. Moi, les enfants qui grattent derrière, tu vois, ça me fait... Super, ça, la citation. Moi, les enfants qui grattent derrière, moi, ça me fait... Ça, c'est une citation de dingue. T'es au courant de l'auteur, là, Thomas, machin, là, qui avait dit, oui, moi, les enfants qui grattent derrière, moi, ça me fait... C'est excellent, ça. C'est quel mec? Mais c'est Thomas, machin, tu sais. Mais oui, Il dit ça. celui qui avait dit le rosé Un est été. officiellement l'ennemi de la citation. Vas-y, redis-le. Oh merde, j'avais dit bien. 1, 2, 3. Mais oui, celui qui avait dit un jour, enfin en 2020, par là, au cœur d'une canicule, le rosé est officiellement l'ennemi de la citation. C'est pas ça qu'il avait dit? Très bien. Ouais, je pense que c'est ça. Fred? Moi, je me cacherais derrière Sénèque, qui a dit, comme on parlait d'envie de faire des films, c'est une envie qui disait attends-nous de céder à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.